Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne, ravi de vous retrouver. L'actu est chaude du côté du FC Lorient. Alexandre Dujeu, va falloir s'habituer à ce nouveau nom, sera sur le banc des Merlus pour les 3 prochaines saisons. Je crois que c'est 3 ou 2 plus 1, on va avoir l'occasion d'en reparler. Avec Lucas et Raphaël ce soir. Bonsoir les gars. Salut. Salut, Géo. Mais cet épisode est un épisode spécial puisqu'on a un nouvel invité. Il a passé 15 ans dans les bureaux du club, il a joué au FC Lorient, il compte une sélection en équipe de Bretagne contre le Cameroun. Saura-t-il se rappeler de ses 10 coéquipiers ce jour-là dans le 11 de départ? C'est Christophe Leroux. Salut Christophe. Bonsoir à tous. Merci déjà d'être avec nous. Ça nous fait très plaisir. Ça fait un moment qu'on tournait autour, qu'on voulait faire cette interview. Lucas a mis de l'huile dans les rouages, donc ça c'est très bien. On est très content de t'avoir. Merci, de même, c'est plaisir partagé. La première question, il y a plein de dossiers derrière toi. On voulait savoir ce que tu devenais. Tu as quitté le FCL en 2022. Et depuis, on ne sait pas si tu as repris un poste quelque part, on ne sait pas trop ce que tu fais. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Christophe Leroux aujourd'hui? Christophe Leroux, en 2022, quand on décide avec le club d'arrêter l'aventure, il a besoin de se poser, de réenclencher quelque chose de plus sain tous les week-ends, c'est-à-dire profiter de la vie, parce que depuis 35 ans, c'est vrai que tous les week-ends, on est pris. Et le football, vous le savez aussi, ça prend énormément de temps, et quand on est entier comme moi, et c'est vraiment à 100%. Et donc j'avais besoin de ce break-là. Donc il a fallu bien récupérer des petits séjours sur les îles pas très loin de chez nous, entre Groix et Belle-Île, profiter de randonnées, de nos magnifiques paysages. C'était important pour moi en fait de me recentrer sur les valeurs humaines, la famille. Et, et donc j'avais vraiment besoin de ce break. Derrière, il y a eu des sollicitations. Je pense qu'on n'était pas dans des bons timings pour que je rebondisse aussitôt. Je pense à Concarneau, je pense à Dunkerque. J'avais besoin de plus de temps. Et ce temps, j'en ai bien profité. J'ai fait quelques formations, une formation intense d'anglais, une formation pour les cadres aussi, puisqu'à un moment, je me disais que mon aventure avec le football avait peut-être pris fin entre mes 20 ans de joueur et 15 ans dirigeant. C'est peut-être le moment de dire stop, et avec la volonté de réussir ma troisième vie professionnelle finalement. Et j'ai imaginé de construire des projets avec des investisseurs autour du paddle notamment. Je vous parle de ça il y a 3-4 ans et ça n'a jamais pu aboutir. C'était un bon Et timing il y a 3-4 ans pourtant. on se rend compte que c'est très difficile de se réinventer. Et le football, il me manque à nouveau. Donc voilà, j'ai eu un contact qui s'est bien passé à l'intersaison. Mais là encore, ça m'a pas pu aller au bout. Mais je ne désespère pas retrouver un environnement autour du football. Pas forcément, je cherche pas forcément l'élite, mais surtout partager une valeur collective et avec des grosses valeurs humaines. Ouais. Et sur quel type de rôle, du coup, c'est quoi l'esprit du nouveau projet? Est-ce que tu as déjà cristallisé Bah, des rôles ou des... autour d'une direction sportive quand même, c'est-à-dire que enfin voilà, m'intéresser au profil de joueur qui correspond justement au club où je pourrais évoluer. Ça c'est important parce que un joueur a une ADN, un club a une ADN, et j'attache beaucoup d'importance à cette fusion en tous les cas, et c'est comme ça que je pense qu'on agit mieux pour du recrutement. Mais en tous les cas, j'ai pas mes diplômes d'entraîneur, donc ça, la partie terrain, elle restera dans un coin de ma tête parce que c'est pas maintenant que je vais les repasser. C'est sûr que j'avais commencé juste à la toute fin de ma carrière à initier les diplômes pour devenir entraîneur, et c'est là que Christian Gourcuff à l'époque nous avait sollicité, moi et Stéphane Pédron, pour intégrer la cellule de recrutement. Et, euh, et ça m'enthousiasmait de bosser avec Christian qui voulait professionnaliser davantage cette cellule. Et donc voilà. Et donc si je devais retrouver un projet, ça serait autour du recrutement, l'accompagnement d'une équipe, d'un projet club avec, je vous dis, l'entraîneur et le directeur général, le président. Il y a beaucoup de choses à bien co-construire en fait dans un club. Et qu'est-ce qu'il Et ça, cherchait, du coup, qu'est-ce qu'il cherchait au travers de toi et Stéphane Pédron, du coup, autour de lui, Christian Gourcuff? Enfin, est-ce qu'il avait des consignes particulières? Parce que du coup, il y a quand même un système de jeu spécifique, etc. Tu t'évoquais l'ADN,
et si ADN il y a au FCL, je pense que du coup il y a un gros brin d'ADN avec Christian Gourcuff. C'était quoi les valeurs ou les éléments qui étaient hyper importants, limite obligatoires quand tu commençais à scruter des joueurs ou des profils pour lui? À l'époque, Christian, moi et Stéphane, on a intégré le club de la même façon, c'est-à-dire qu'on était recruteurs, donc tous les week-ends, on allait voir des matchs et beaucoup de matchs, on faisait nos rapports. Christian avait une grande confiance sur ce qu'on pouvait lui apporter, puisqu'on l'avait eu comme entraîneur pendant pas mal de temps, pas mal d'années. Il savait quelle vision on avait du football. On savait, nous, Christian, dans quel système il jouait, son 4-4-2, même si sur la fin, c'était plus un 4-2-3-1 qu'un 4-4-2, mais on savait principalement comment on pouvait recruter. On savait aussi on était les précurseurs, c'est-à-dire que le club s'installait en Ligue 1 et on savait que les profils bien identifiés en Ligue 2, ça correspondait complètement avec ce qu'on recherchait en fait à Lorient. C'est-à-dire qu'un joueur qui va trouver un cadre d'épanouissement, un cadre de travail avec un entraîneur reconnu pour franchir des paliers. Donc l'état d'esprit, on savait que si le joueur était en Ligue 2, performait en Ligue 2, s'il avait vraiment la volonté de franchir des paliers, on offrait un cadre parfait pour ce joueur-là avant d'aller plus haut. Et à l'époque, les joueurs venaient de Ligue 2 souvent chez nous. Il y a beaucoup de clubs qui ont commencé à nous copier. C'est pour ça que les montants de transfert ont commencé à devenir très importants en Ligue 2. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a fallu qu'on se réinvente en matière de recrutement. Mais c'est vrai que c'était bien calé en fait avec Christian entre le système de jeu, les profils des joueurs qu'on voulait avec cette base technique quand même importante. Et on avait une dynamique de recrutement qui était très intéressante pour tout le monde. Et Christian, c'est vrai qu'on s'éclatait bien à ce moment-là, en tous les cas, pour partager nos idées en matière de recrutement. Et nos joueurs quittaient en fait Lorient après avoir réussi pour partir à Lyon, à Marseille et Paris. Et on voit qu'aujourd'hui, les passerelles, elles ont complètement explosé puisque de Lorient, on peut partir directement maintenant dans un championnat étranger. Donc, mais à l'époque, en tous les cas, je vous parle de ça il y a 15 ans, il fallait franchir étape par étape avant de franchir ces paliers-là. Mais on avait vraiment une ligne directrice qui fonctionnait très bien. Tu as évoqué une base, excuse-moi Lucas, tu as évoqué une base technique. Est-ce qu'il y avait aussi une base tactique ou c'est plus finalement le joueur était un peu plus formaté derrière? Alors le 4-4-2 oui, mais est-ce que du coup il y avait aussi dans les interviews avec les joueurs, etc., peut-être un sens tactique plus prononcé? Ça faisait partie un peu du package ou... Ouais, ça fait partie du package. C'est-à-dire que en voyant nous les joueurs évoluer avec Stéphane, tous les week-ends, on ciblait, on identifiait. Il y avait Bernard Leroux et Ramon Ramirez, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi. On intégrait cette équipe-là et on rajeunissait entre guillemets la cellule. Mais on avait vraiment un très bon fonctionnement tous les quatre, avec Christian qui nous faisait confiance. Et forcément, quand on voyait un joueur avec une aisance technique, on regardait aussi comment il se comportait tactiquement, comment il se comportait quand il y avait un but encaissé, un but marqué, enfin toutes les attitudes liées à des valeurs collectives en fait. Et tactiquement, avec des réponses sur le terrain, et vous avez des joueurs qui vous voyez tout de suite quels sont ceux qui bossent pour un collectif et qui sont pas uniquement pour performer individuellement. Donc non, ça se fait, c'est le feeling, c'est peut-être les nombres de matchs que l'on a pu faire, que l'on a pu voir, qui nous a aidé sûrement à avoir cet œil peut-être un peu plus précis que d'autres, dans un système, encore une fois, qu'on connaissait à merveille avec Christian. Mais la base tactique avec Comment Christian, vous répartissiez les rôles, justement? Tu disais que vous étiez 4. Est-ce que, parce que finalement, le recrutement se faisait pas forcément à la vidéo, en tout cas, ça avait beaucoup moins d'importance que maintenant. Est-ce que vous aviez des zones spécifiques? Est-ce que, selon aussi vos appétences, vos postes dans votre carrière, vous étiez plus spécialisé dans un poste ou un autre? Comment c'était organisé? Ramon Ramirez, il ramenait tous les Argentins déjà, a priori. C'était lui, non? Ouais, Ramon, au tout début, j'ai aussi accompagné Ramon. Et c'est vrai que sur ces joueurs argentins, on peut le dire, hein, avec beaucoup, je suis assez tranquille avec ça. Il y a eu des échecs, il y a eu des réussites, et voilà, c'est compliqué. Et à l'époque, c'était encore plus compliqué parce que le club n'était pas aussi prêt qu'il l'est maintenant avec ce centre d'entraînement. Faut imaginer que Christian,
au moussoir, le terrain juste à côté, il n'y avait pas les conditions d'aujourd'hui. Donc, mais pour parler du recrutement, en tous les cas, on était vraiment concentré sur le championnat de Ligue 2, parce qu'on savait que si le joueur en fait performait en Ligue 2, était bien accompagné, on savait qu'on avait un rôle à jouer pour convaincre le joueur de venir dans un environnement où s'il l'écoutait finalement et s'il rentrait bien dans ce moule-là, il pouvait franchir des paliers, je ne vais pas dire facilement, mais avec un entraîneur qui maîtrisait son sujet, où tu peux te régaler, où tu vas bosser, mais tu as une vraie volonté de construire ta carrière étape par étape. Et on offrait un beau palier en fait. Donc c'était assez naturel et c'était assez fluide en fait en matière de recrutement. Mais je parle aussi, ces joueurs de Ligue 2 n'étaient pas considérés peut-être à leur juste valeur ou par rapport à un marché de transfert qui a complètement explosé aussi. Aujourd'hui, un très bon joueur de Ligue 2 qui est convoité par la Ligue 1, bah la valeur peut grimper très facilement et très fortement. Et le premier qui a flingué entre guillemets le marché de la Ligue 2, c'est Gianni, je ne sais pas si vous vous souvenez, Gianni Mboula, qui est parti de Guingamp à Marseille pour je crois 10 ou 12 millions d'euros. Et là, on s'est dit, waouh, le marché de Ligue 2, il va falloir qu'on réfléchisse peut-être différemment. Ouais, parce qu'en termes de budget de transfert à l'époque, alors Lorient a toujours pas un budget de transfert, même si sur les dernières années, il y a quelques saisons, ils ont un peu craqué l'enveloppe. On aura l'occasion d'en reparler peut-être. Mais Lorient n'a jamais eu un budget énorme et encore moins sur les transferts. Donc, avec quelle enveloppe vous travaillez et comment on fait dans ces conditions-là pour avoir justement trouvé les bonnes occasions, quoi. Après, à l'époque, en fait, nous, faut bien resituer dans les contextes. Moi, à l'époque, on est simplement, nous, avec Stéphane, Bernard et Ramon, les recruteurs du club. C'est-à-dire qu'on essaye d'apporter les meilleurs joueurs possibles à Christian. Christian est focalisé sur son équipe, sur sa préparation, sur son groupe de joueurs avec ses adjoints. Et nous, on propose, en fait, les joueurs à Christian, qui, après Christian, va valider auprès de la direction, en fait, les profils des joueurs. Et derrière, ce que je sais, le souvenir que j'en ai, c'est que le joueur qui venait à Lorient, la fourchette de prix était autour d'1,5 million d'euros. Je crois, c'était Ouais, c'est ça. grosso modo, si on peut tous les faire, hein, les Bruno et que les Manga, les Lolo Koscielny, de l'époque, c'était 1,5 million, voilà, entre 1,5 million avec les bonus, on arrive à 1,8 million. Et j'ai envie de dire que c'était un joueur qu'on pouvait récupérer si on mettait ce tarif-là. Aujourd'hui, un Koscielny, un joueur du niveau de Koscielny à l'époque où il était en Ligue 2 avec Tours ou d'un les Manga, ça part à beaucoup plus, même depuis la Ligue 2, non? Ah, tu Bah, mets je pense que presque 0 en plus. déjà ça reste peut-être même pas en France, hein. Ouais, c'est Ça ça. reste, Ouais, c'est donc clair. les Anglais peuvent débouler, comme j'ai vu, c'est quoi cet après-midi ou avant-hier, le gardien de Reims qui part à Newcastle, je crois, Jamoine, pour 22 millions d'euros, 23 millions d'euros. Bon, Ouais. donc c'est- Mais ça, est-ce que tu penses que c'est aussi issu d'un sourcing de joueurs qui se fait de plus en plus facilement avec la data, la vidéo, les nouveaux outils, etc. Est-ce que toi, tu as vu aussi cette mutation dans le rôle de recruteur ou de directeur sportif? Ouais, complètement. Ah oui, forcément. Nous, au tout début, on se déplace sur les stades, on essaie d'arriver très tôt sur les matchs pour voir l'échauffement, comment le joueur s'échauffe, comment. Il y a plein de paramètres qu'on voulait et c'est pour ça que le live, pour nous, on est peut-être à l'ancienne, mais ce live, il est très très important parce que il permet de voir beaucoup de choses sur l'état d'esprit et dans quelles conditions il peut arriver dans un club. L'humilité, enfin, ou la volonté d'écraser tout le monde. Enfin, on peut prendre vraiment plein de choses. Et quand vous voyez 10 matchs à nous 4 sur une saison, en général, on se trompe beaucoup moins. Et c'est vrai que les datas ont permis de gagner beaucoup de temps pour se déplacer, notamment sur les joueurs étrangers. En France, ça se fait facilement parce que on a des images, mais à l'époque, on reçoit des tonnes de DVD. C'est comme ça qu'on a des profils sur des montages. Et les agents voient les montages, mais les meilleurs montages possibles. C'est pas du tout révélateur du joueur finalement sur la globalité d'une saison ou de plusieurs saisons. Donc Donc, non, selon ça toi, c'est ça a surtout amélioré le sourcing en oui, amont, oui, te permettant de faire gagner énormément de temps. Mais selon toi, en fait, il n'y a rien de mieux que l'œil avant le match, pendant le match, après le match, pour voir le comportement global du joueur. Parce que c'est ouais, aussi la moitié, la moitié de la décision, c'est pas juste le bagage technique et le bagage tactique, c'est aussi le bonhomme en lui-même, en fait. ouais, tout à fait. Alors
Peut-être que dans certains clubs, on ne fonctionne pas de la même façon. Il y a peut-être des clubs qui fonctionnent uniquement sur la data. Et j'ai rien contre la data, mais moi, elle m'aidait en fait à gagner du temps sur des profils. Mais la perception que j'en avais des tribunes, à regarder toutes sortes de choses, je vous dis, ça peut paraître superficiel pour vous, mais un échauffement, comment il anime son échauffement collectif, sa préparation individuelle, comment il se comporte quand il y a un but marqué, quand il y a un but encaissé, sur une mauvaise passe, sur un oubli d'un attaquant pour le servir, et comment toutes ces réactions sont très importantes. Et après, c'est un échange qui va confirmer finalement souvent ce qu'on a pu voir sur le terrain. Enfin, moi, c'est comme ça que je mettais beaucoup, enfin, moi, je mettais beaucoup d'importance et je sais qu'avec Stéphane, Bernard ou Ramon, à l'époque, en tous les cas, quand on recrutait de cette manière, ben, on échangeait beaucoup là-dessus et on partageait en fait la même vision. Et de toute façon, Christian, c'était un peu pareil. Il avait besoin de joueurs aussi réceptifs, capables d'échanger, pas se fermer s'il y avait le moindre réflexion et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, Et voilà, c'était le j'avais même une, manière de recruter. j'avais une question sur un point, c'est que du coup, bon, admettons, t'as sourcé certains joueurs, du coup, t'as des éléments de détection, tu vas sur le terrain, etc., tu prends des infos. Jusqu'où s'arrêtait ta mission? Est-ce que là, à ce moment-là, tu as suffisamment d'infos parce que tu as vu 5, 10 matchs, comme tu le disais, et à ce moment-là, tu remontes l'information côté Christian Gourcuff, etc. Ou tu avais quand même la liberté à ce moment-là de commencer un contact, ou en tout cas de reprendre des informations à droite et à gauche avec des gens que tu connaissais autour du joueur pour te faire plus d'infos, pour avoir plus d'infos? Comment ça se passait entre le moment où tu es passif vis-à-vis du joueur et au moment où tu commences à rentrer un peu en discussion avec? Est-ce que c'était dans ton périmètre ou finalement c'était d'autres personnes qui se chargeaient Ah d'essayer de non, trancher? au tout début, ouais, c'est vrai que il y avait de la frustration. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'était très frustrant pour moi de continuer à évoluer de cette manière-là, c'est-à-dire faire mes rapports, convaincre Christian. Ça, c'était pas forcément compliqué parce que j'arrivais facilement, en tous les cas, à montrer à Christian l'intérêt de recruter tel joueur. Et après, Christian en parlait à la direction du club. Loïc Ferry était devenu président. Les premiers DG, Serge Arélian, Roland Bourse devait être là. Donc, on donnait l'information. Après, c'est Christian qui travaillait en fait avec la direction sportive du club de l'époque pour avancer concrètement sur les joueurs et l'entourage des joueurs. Et au niveau des contacts, donc tu arrives dans ce milieu, on n'a pas encore trop parlé de ce passage de joueur à recruteur, finalement, ça change quand même totalement de contexte. Mais comment tu te crées du réseau? Parce que finalement, tu as ton réseau de joueurs avec les coéquipiers que tu as eu au cours de ta carrière, mais maintenant, il faut se créer aussi un réseau d'agents, il faut se créer aussi peut-être d'autres directeurs sportifs, d'autres entraîneurs. Ça se fait naturellement? Bah, ça se fait sur la durée. J'ai vu les dates, les timings de mes évolutions de poste en fait à Lorient. Alors, si tu veux, j'ai ça. Si tu veux. Moi, j'ai vu parce que un moment entre responsable de recrutement, coordinateur sportif, Voilà. directeur sportif, pour moi, ça se rapprochait complètement déjà par rapport à tout ce que je faisais depuis un moment. Donc, ouais, recruteur, coordinateur sportif et 2016, directeur sportif. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc au début, c'est vrai que on va dans les stades, on rencontre des agents de joueurs, on voit des recruteurs aussi des autres clubs, et puis et on échange aussi forcément sur les joueurs, sur l'actualité du foot, et le réseau, petit à petit, il se fait naturellement comme ça, en fait, où il y a des agents avec qui le contact se fait naturellement, des recruteurs aussi qui nous donnent des infos, euh, et le réseau il s'épaissit en fait année après année en fait. Voilà, et ça se construit tout naturellement. Et c'est vrai qu'à la fin, on avait un réseau, j'avais un réseau qui était assez sympa. Ouais. Et ce passage à la direction sportive, ça t'a permis du coup de commencer à avoir ces contacts directs avec les recrues potentielles, avec les joueurs, alors qu'avant du coup tu étais plutôt dans une fonction de rapport. C'est quoi la transition à ce moment-là, si on reprend un peu le cheminement de tout à l'heure? Ce premier contact pour essayer aussi de traduire le projet de jeu, de mettre les valeurs aussi et le pourquoi venir au FC Lorient. Enfin, du coup, j'imagine que le rôle est complètement différent.
Parce que dans un premier temps, tu es plutôt là avec tes yeux à expliquer ce que tu vois à Christian Gourcuff, et dans l'autre rôle, c'est donner envie de venir dans le projet. Du coup, c'est tout un argumentaire et une approche Ah avec ouais. le joueur qui est très différente. C'est comment, du coup, c'est Ah, quoi mais les rouages c'est là-dessus? ouais, non, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'à un moment, moi, j'étais frustré d'aller voir des matchs, faire mes rapports et que l'histoire s'arrête là. Moi, aujourd'hui, le projet global du FC Lorient, je l'avais au plus profond de moi, dans mon beat, comme on le dit. Et à l'époque, c'est Christian l'entraîneur. C'est Sylvain l'adjoint qui devient l'héritier, quelque part, comme Reynald de Nouex à Nantes. Euh, et moi, je crois beaucoup en ce projet-là. Je suis focus. Et j'ai pour moi d'être encore une fois très entier. Et quand j'ai un joueur dans le viseur, bah, c'est parti. C'est-à-dire que l'entourage, le joueur, je mets tout ce que j'ai en fait pour convaincre que c'est le meilleur environnement possible pour lui, pour que sa carrière décolle et prenne un nouvel élan. Parce que je crois plus que jamais à notre projet en fait au FC Lorient. Pendant les 15 ans, j'ai toujours cru, mais jusqu'au bout, à ce qu'on était capable de proposer comme environnement, comme lieu pour franchir des paliers, pour s'épanouir. Hein. Donc, de pouvoir, en fait, vendre mon club avec beaucoup de sincérité, bah, je préférerais réussir à aller au bout, finalement, plutôt qu'à un moment donné identifier un joueur, le donner à quelqu'un qui n'a peut-être pas la même sensibilité à l'époque dans les bureaux que nous, Christian, les sportifs, en fait, d'en bas. Et ben, je me disais, peut-être il y a quelque chose qui nous échappera parce que il va manquer de la conviction Ouais, ouais, dans ce qu'on propose en tant que club. Voilà. Mm. hyper clair. Et si t'es en face de toi, t'avais un agent ou un joueur qui, lui, au-delà du projet, avait beaucoup plus une sensibilité financière Oh, c'est et se joliment dit. détachait un peu du projet. Est-ce que c'était vraiment dérangeant pour toi? Est-ce que tu arrivais à t'adapter pour te dire, ok, on va pas forcément parler le même langage, mais je pense que pour le projet, il peut être bénéfique. Ben moi, Comment de ça toute s'est façon, articulé? c'est comme ça que je me battais. C'est-à-dire que on était en concurrence avec beaucoup de clubs qui étaient capables de proposer beaucoup plus Hmm. de meilleurs contrats. Moi, en fait, le discours, c'était de dire, peut-être que tu vas moins gagner d'argent, le joueur va moins gagner d'argent chez nous, mais comme il y a une forte conviction sur la réussite du club, tu gagneras plus que le club de Ligue 1 qui va te proposer maintenant en termes de contrat. Donc c'est peut-être attendre un petit peu pour faire le grand bond. C'est comme un joueur qui était en Ligue 2, qui était contacté par le PSG, mais c'était pour être le 18e joueur ou le 17e joueur. Je préférais, et moi c'était ce que je disais aux joueurs, viens chez nous, tu viens prendre une place de titulaire en Ligue 1, là tu pourras aller au PSG, mais dans un rôle de titulaire, comme un Kevin Gamero, comme d'autres, finalement avec un vrai statut, plutôt qu'aller dans un club de Ligue 1 qui proposait beaucoup plus d'argent. Et ben nous, on compensait justement en disant, on prend le temps, on est patient, derrière la grande réussite arrivera et le contrat arrivera plus fort que celui que vous allez signer peut-être dans un club de Ligue 1 en tant que numéro 16 ou 17 dans l'effectif. Et Et c'est donc, vrai que la dimension du FC Lorient à cette époque-là, c'était souvent et très souvent repris dans les interviews des joueurs. Le mot tremplin revenait souvent. Et je pense et qu'en effet, toujours, et toujours. ouais, et toujours, bien sûr, mais je veux dire, ce Ouais. que Christophe dit depuis quelques minutes maintenant sur la personne en Ligue 2 qui arrive, le projet est clair pour lui, il passe ses galons à Lorient, il fait la culbute par ailleurs. On l'a vu plusieurs fois et je pense que c'est facile, Christophe, peut-être de convaincre de d'autres joueurs quand tu as des noms sympas Ah que tu as oui, réussi à faire évoluer, quoi. Donc, mais c'est pour ça que c'est un travail de longue haleine et ce travail-là, en fait, sincèrement, on était très costaud aux yeux des autres clubs. Je peux vous assurer quand Christian est entraîneur, qu'on est dans la cellule, c'est très fluide en fait notre manière de travailler. Et ben je peux vous assurer que les Olivier Piqueux à l'époque à Angers ou d'autres clubs, ils nous prennent en exemple. Il y a beaucoup de clubs qui nous disent waouh, vous êtes une vraie machine de guerre en termes de recrutement, de projets pour les joueurs de Ligue 2. Aujourd'hui, on était
Ouais, on était, je pense, au summum sur ce recrutement-là. C'est-à-dire quand on se positionnait sur un joueur de Ligue 2, sincèrement, il n'y avait pas, enfin, oui, si Marseille met 12 millions sur Imbula, forcément, nous, c'était un joueur pour nous. Mais quand on était sur des fourchettes de prix qui correspondaient à ce qu'on recrutait, je peux vous assurer que les clubs, fallait qu'ils se battent par rapport à, dans leur discours, en tous les cas. D'autant plus que très vite est arrivé Kerlir, en fait. Ça nous a aidé aussi, forcément. Parce qu'à un moment donné, on le prenait. Donc, on luttait pas à armes égales, puisque les conditions d'entraînement, ne l'oubliez pas, étaient très difficiles, en fait. Les C'était le conditions, le grand combat de Gourcuff. Ouais. waouh, ouais. Pour Christian, c'était difficile. Donc, ça montre bien qu'il fallait qu'on soit encore plus imaginatif, qu'on bataille encore davantage pour être convaincant, en fait, pour un joueur. Et après, Kerlir nous a fortement aidé parce qu'on avait un centre, en plus, qui était tout neuf. Enfin, le presse qui en parlait comme sa pépite. Ouais, ça nous a aidé. Ça a été un coup de booster, en fait, en termes de recrutement. C'est-à-dire qu'on pouvait se positionner sur d'autres joueurs. Mais, puis, pour certains, ça n'a pas forcément été une réussite pour autant. Et Eh du bien, coup, là, si on se met dans. Vas-y. mais ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que du coup, c'est une question qu'on se posait en amont de la rencontre, Christophe. C'était dans tous les joueurs que tu as pu détecter, etc. Est-ce que tu es capable de, non pas faire une liste, mais du coup, des joueurs que tu as vus, que tu n'as pas réussi à faire et que tu aurais adoré signer au club, et inversement, peut-être des gens où tu dis, bon, je suis peut-être le cœur a parlé trop vite et au final, ça l'a pas tant que fait que ça. Ouais, si, il y a des joueurs que j'aurais aimé le voir chez nous, c'est Franco Nora. Franco Ouais, ok. Nora, Franco Nora, Romain Amouma à l'époque. Oh, ok. Romain Amouma était un joueur ouais, on était vraiment bien. Et puis ça n'a pas réussi à matcher complètement. Je crois que, ouais, avec Christian, la proposition ce que proposait Christian en matière de foot était très, le joueur savait très bien qu'il allait progresser, mais je crois qu'entre Christian et puis Romain, il y a eu des petits manques, je crois. Christian avait des fois, il ne réussissait pas tout non plus, Christian. Et sur ce coup-là, je pense que Christian aurait pu mieux faire ou différemment peut-être. Voilà. Mais Romain, moi, j'aurais bien aimé le faire. Et le dernier où c'était Romain Fèvre. Ah Romain non, Fèvre. Mais avant, avant qu'il vienne avant qu'il soit nul. de Monaco, quand il signe à Brest, eh ben, Ouais. on a la possibilité de le faire. Et là, c'était le bon timing. Après, pour moi, c'était fini. Une fois qu'il part à Lyon, c'est terminé l'histoire avec Romain Fèvre. Moi, je l'aurais jamais pris à Lorient. Pourtant, j'aimais bien le joueur. Mais au moment où Lorient le fait signer, je ne le prends jamais. Pourquoi c'est la psychologie, tu penses, du joueur qui Ouais, évolue? Parce que ouais. habitué Je au gros pense club que, et. Ouais. en fait, il a fait ce qu'il devait faire à Monaco. Il a jamais eu sa chance parce que c'est difficile dans un club comme Monaco. Il signe à Brest. Il va trouver l'environnement où sa carrière, elle doit décoller, c'est maintenant. Et en fait, il fait la grosse année à Brest, ou 2 années peut-être à Brest, et il part à Lyon. Et là, il y a gros contrat. Et moi, je pense j'ai pas senti un joueur qui a bataillé énormément pour gagner une place de titulaire à Lyon, qu'il a subi un peu les choses, j'ai trouvé. Ça a été trop facile pour qu'il n'ait pas tant de jeu, en fait, à Lyon. Et donc, je trouve que moi, ça m'inspirait plus grand chose de positif. Mais c'est mon avis, hein, sans connaître maintenant ce qui est devenu Romain. Mais le Romain de l'époque, j'avais fait une visio, j'avais fait pas mal de choses. Mais j'avais un coach qui, à ce moment-là, n'était pas confort de recruter ce type de joueur qui avait jamais connu la Ligue 1. Voilà. Donc, donc, euh, donc, je suis toujours parti du principe que l'histoire d'un recrutement, c'était une histoire commune entre tout un club, entre tous les composants d'un club, et de partager en fait les idées sur du recrutement. Que ce soit l'entraîneur, le président, le directeur général et le directeur sportif avec sa cellule de recrutement. Même le directeur du centre de formation. Donc c'est comme ça que je voyais les choses. Et dans un club comme Lorient, en tous les cas, c'est comme ça que je voyais ce que devait être fait le recrutement du club. Alors justement, en fait, ce qui transpire un peu de ce qu'on discute depuis une petite demi-heure là, c'est que sous Gourcuff, c'était les planètes étaient alignées pour bien travailler, etc. Ripoll prend la suite et Ripoll, c'est un peu celui que tout le monde attendait sur le banc. Voilà. On peut revenir si tu veux sur les conditions du départ de
de Christian Gourcuff. Lemina, il a fait une interview cette semaine, je sais pas où, il expliquait comment il se retrouve à jouer avec les pros à Lorient grâce au fils à Johan Gourcuff. Enfin bref. Et derrière, donc Ripoll, ça marche pas. Toi, t'es directeur sportif, je sais pas si c'est toi ou licencier le coach, je suppose que c'est au-dessus. Mais donc Ripoll licencié. Casoni, le choix de Casoni. Là, je pense peut-être tu avais plus ton mot à dire pourquoi. Et puis derrière, peut-être, je sais pas, je pose la question. et puis derrière, repart en Ligue 2, le Paris, Michael Landreau qui fonctionne pas, jusqu'à Pélissier, où là, on repart sur un cycle. Donc là, il y a quand même eu, 3 grosses saisons, voire 4, où compliqué, quoi. Et j'imagine que travailler comme ça, c'est compliqué aussi. Ouais, ouais, c'est des périodes qui ont été avec des joies, parce que dans toutes ces années-là, il y a eu des montées aussi. Enfin, Ouais, bien sûr. Ouais, il y a eu donc des c'est des descentes moments surtout. de plaisir, mais le, le, le vrai échec pour moi, c'est de pas réussir à avoir sauvé, entre guillemets, Sylvain Ripoll. Ouais. Parce qu'au moment où Sylvain démarre cette année-là, on a des résultats c'est difficile. Enfin, c'est compliqué. On a du mal à enclencher des résultats, mais on est vraiment en osmose complète entre les idées, le recrutement. Et sincèrement, on a un groupe qui vit bien, et moi, je suis persuadé en tous les cas que ça va le faire. Et très vite dans la saison, il faut savoir que le club n'est pas organisé de la même manière qu'aujourd'hui. Il y a le presse, Alex Hayes est là, on a un vice-président. Enfin, ouais, c'est pas c'est C'est pas pas ça. c'est pas fluide en fait. Je trouve pas que c'est fluide. Mais en tous les cas, au niveau sportif, moi, je crois beaucoup en ce qui a été mis en place. Christian est parti. Je pense que Sylvain, c'est vraiment l'entraîneur qu'il faut dans ce timing-là. Et on bosse très bien. Et je pense qu'on est à 2 doigts de basculer du bon côté. Moi, ça bataille tous les week-ends pendant 2 mois avec le presse pour dire il faut garder Sylvain, vous inquiétez pas, président, on va le garder, on va le garder, on va le garder. Et puis, une défaite à Dijon, je crois que c'est le 8e, 10e match, où on perd Très en tôt. dernière minute, où enfin, où il y a un truc pas clair, mais on fait un match avec 75% de possession peut-être, avec des occasions. Enfin, tu sens que quand tu es dans le vestiaire, quand tu es dans les tribunes, tu sens que c'est pas possible, ça va basculer. Moi, je l'avais connu à Nantes avec Suodo, 10 défaites de suite ou 5 défaites, 5 nuls en tant que joueur, Suodo entraîneur, ça a basculé. On a terminé sur 27 matchs sans défaite. Donc, dans mon esprit, en fait, c'était ça. C'est-à-dire que, vu comment ça bosse à l'entraînement avec Sylvain, tout le monde est sérieux, tout le monde est focus, ça va le faire. Et là, j'arrive à dimanche matin après le match à Dijon. Et là, le presse, enfin, non, je suis même pas au courant. Je suis directeur sportif, mais j'apprends en arrivant au stade que Sylvain est licencié. Après 2 mois où je bataille tous les week-ends en disant non, on garde Sylvain, on garde Sylvain, on garde Sylvain. Et le match à Dijon, là, j'ai rien pu faire. Le presse me dira après coup, euh, je t'ai pas mis dans la confidence parce que je savais que tu allais me convaincre et je voulais pas que tu me convainques parce que voilà. Donc j'ai pris la décision. Voilà, Christophe m'en veut pas, mais on pouvait pas continuer. Trop de défaites, ceci, cela. Et là, ça a été le début de quelque chose qui était moins marrant, moins marrant. Voilà, c'est parce qu'après, moi, auprès, je lui dis, mais président, si vous prenez cette décision, pour l'entraîneur, vous décidez tout seul. Hein. Moi, je rentre pas dans les discussions. Et puis là, on a mis 1 mois et demi pour trouver Bernard Casoni. On est descendu finalement à l'issue de barrages dramatiques. Et puis derrière, Mika Landreau est arrivé. Ouais. Mika Landreau est arrivé pendant 2 ans en Ligue 2, où on a terminé 7e et 6e. Avec le plus gros budget de Ligue 2 à l'époque. Ou pas loin. Et deux années avec des effectifs qui étaient plutôt pas mal. honnête. Avec Ouais. Fabrice Bouquet, on était donc descendu. Fabrice Bouquet est devenu DG du club. Ouais. Et on avait en fait construit un effectif. Enfin, Loïc et puis déjà et Fabrice avaient réussi à garder tout le monde au club, c'est-à-dire les salariés. Enfin, ça c'est quelque chose de très grand et très costaud. Et avec la volonté de recréer une dynamique autour du projet Lorientais. Et là,
Mika Landreau est arrivé et on a fait 2 saisons en Ligue 2 qui ont été pas au niveau de ce qu'elles auraient dû être par rapport à l'effectif qu'on avait et par rapport à ce qu'on aurait pu produire en termes de résultats. Ouais. Ouais. Et Et comment vous c'est quoi gérez cette Excuse-moi, descente? vas-y, Lucas. Comment vous gérez justement cette descente? Donc il y a la fin de Ripoll, mais au-delà de Casoni, c'est quand même du coup la fin d'un cycle dès novembre, hein, parce que finalement, la personne qui devait prendre la suite de Gourcuff, finalement, il faut repartir avec quelqu'un qui n'aura pas forcément les mêmes valeurs que ce qu'a connu Lorient au cours des 10, 15, 20, 30 dernières années. Comment vous gérez cette transition? Est-ce que c'est beaucoup de pression justement pour trouver la bonne personne? La bonne personne, c'est Bernard qui arrive pour sauver le club, c'est-à-dire que dans ces moments-là, faut arriver c'est une mission en fait. Il y a une mission de 6 mois, où coûte que coûte, il faut qu'on reste en Ligue 1. Et finalement, on a échoué pour très peu, puisque il suffisait d'un but au moussoir sur le match retour de barrage pour qu'on sauve notre peau et qu'on se maintienne en Ligue 1. Et là, Bernard aurait sûrement prolongé l'aventure au club. Et donc, quand tu descends comme ça, faut trouver finalement le personnage, l'entraîneur qui va sensibiliser à nouveau tout l'environnement, les joueurs, l'environnement proche du club, les partenaires, les supporters. Et Mika Landreau, de par son parcours, en tous les cas, correspondait à une espèce d'image de quelque chose de plutôt sympathique, première expérience en tant qu'entraîneur. Ça remettait du sens, en fait, un peu plus, différent à ce qui avait été fait pendant 6 mois, quand tu te sépares d'un entraîneur, tu mets 1 mois et demi pour recruter un nouvel entraîneur, tu sens qu'il y a du flou, Bernard qui arrivait tout seul, mais qui arrive en mission. Là, on n'est plus sur le projet bien construit, avec Régis qui est au centre, Christian ou Sylvain, on est sur quelque chose de différent, mais on répond à une urgence, quoi, pour essayer de se maintenir coûte que coûte, en fait, en lien. Oui, Francaise qui était adjoint et qui doit faire un match, je crois. Alors Oui. évidemment, la perspective de 2026, on se dit ça aurait été bien. Ça n'a jamais été un sujet à l'époque qui prennent la suite. Peut-être à l'époque, mais je crois que Franck avait refusé de prendre le poste. Ouais, il me semble. Ok. Ça remonte à loin, j'ai plus tout en tête précisément. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais je crois que Franck refuse le poste. Ouais, c'est ça. Par rapport à Sylvain, le staff qui était en Ça lui a place. réussi aussi. Comment? Ça lui a réussi à Aise, finalement. Ouais, Voilà, la ouais. suite de sa carrière, c'était peut-être la bonne idée à ce moment-là, Ouais. pour lui. On a évoqué les années Landreau, Christophe, et peut-être aussi le mot a été donné tout à l'heure de frustration à pas forcément réussir à conserver certains entraîneurs en place, etc. Donc, et moi, ma question, c'est plutôt sur du coup le couple direction sportive entraîneur. On a énormément parlé de recrutement aussi. C'est quoi le rôle lors d'une saison où le recrutement se fait que sur des petites fenêtres, où il faut passer du rôle de recruteur à un rôle peut-être de gestion, pas d'effectifs, mais en tout cas de groupe, etc., sans forcément avoir son mot à dire sur la tactique, etc. Comment on gère cet aspect-là quand on tient au club, quand on est aussi engagé, etc., de ne pas dépasser son périmètre, entre guillemets? Ouais, c'est en tous les cas d'être convaincant. Moi, en tous les cas, durant toutes ces années où je suis resté au club, je voulais absolument que l'ADN FC Lorient, l'ADN de Christian Gourcuff, Sylvain, ou ce football-là, c'est une ADN d'entraîneur emblématique en la personne de Christian. Mais c'est un football qui permet de rassembler aussi avec des valeurs d'humilité, de proximité avec le public, de don de soi, de toutes ces valeurs-là. Moi, j'en fais c'est ma volonté en fait de prendre des joueurs qui ont le club en fait dans le bid pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Donc il faut être convaincant vis-à-vis de son entraîneur qui
avec le presse m'a jamais dit, écoute Christophe, tu es directeur sportif, tu choisis l'entraîneur, c'est votre aventure, nous on va vous accompagner. Moi j'ai jamais eu cette possibilité là. Mais moi je conteste pas. Loïc Ferry a fait suffisamment pour le club pour que je puisse dire quoi que ce soit. C'est juste un constat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pas eu comme Greg Lorenzi à Brest la liberté de choisir mon entraîneur. Je fonctionne avec quelqu'un qui a les mêmes qualités que moi. Donc c'était différent. Donc il fallait s'adapter, mais tout en maintenant en fait des idées de jeu et de choix de joueurs qui correspondent à ce que le football m'a toujours apporté. Donc, et je pense quand même qu'on ne s'est pas beaucoup trompé dans les dernières années en termes de profil de joueurs. Ça matchait plutôt bien parce que même l'année qui est difficile avec Christophe, on a un effectif qui, avec le recul, je me dis, on avait quand même du beau matos. Mais concrètement, du coup, avec un entraîneur comme Landreau, donc entraîneur que j'imagine, comme tu l'as dit, imposé, comment tu arrives à faire perdurer finalement cet ADN, comme tu dis à chaque fois, ou cette croyance dans le beau jeu, etc., alors que du coup, le degré d'ingérence, il est proche de zéro, puisque du coup, c'est aussi son précaré, l'effectif, la manière de jouer, etc. On a vu notamment du bricolage aussi sur des systèmes de jeu sous l'ère Landreau. Là, j'imagine qu'à un moment donné, tu peux avoir des mots ou murmurer à l'oreille de Landreau s'il le faut, mais à quel moment ton rôle s'arrête à ce moment-là, en fait? Parce que du coup, tu peux avoir ton mot à dire, mais j'imagine que tu vas pas Ah, mais cornaquer un entraîneur. moi, de toute façon, un moment, qu'est-ce que c'est mon rôle? C'est qu'à un moment donné, on descend en Ligue 2, c'est de me dire, voilà, il y a tel effectif en place, on pose les choses et on se dit, ce joueur-là ne restera pas si on descend en Ligue 2. Ce joueur-là, on peut le convaincre de rester s'il y a un entraîneur qui arrive avec un discours. Voilà. Donc quand Mika arrive, il apporte une bouée d'oxygène après cette saison qui a été extrêmement difficile. Donc à un moment, moi, je discute avec, on a déjà identifié les joueurs en disant, bah voilà, parce que cette année-là, je discute sur 2 feuilles de route. Hein. Une feuille de route où on est en Ligue 1, une autre, on est en Ligue 2. Et jusqu'au barrage, il faut réfléchir aux 2 scénarios. Et on descend en Ligue 2, Mika arrive, on parle de l'effectif, et lui, il bataille en me disant, lui, non, je crois pas trop en lui. Moi, j'essaie de convaincre que non, et ainsi de suite. On bataille sur des choix, et après, il y a un président comme Loïc qui tranche aussi, qui nous écoute tous les deux, qui argumente. Moi, à un moment, Sylvain Marveau, on le prolonge et il vient de faire une super saison, on est tous très contents. Là, c'est pareil, j'ai plus l'effectif en tête à ce moment-là, mais moi, j'essaie de convaincre Mika Landreau à ce moment-là pour lui apporter le meilleur effectif possible pour qu'on puisse remonter le plus vite possible. Parce que je me dis, on descend en Ligue 2, mais si on repart sur un nouveau cycle, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas dans la course pour remonter. Surtout avec l'effectif que l'on avait. Je me disais, mais ça ne peut pas être autrement. Si on travaille bien, si ça ne nous échappe pas. Donc, mais par contre, avec Mika, où il y a un poste qui me pose problème, c'est le poste de gardien de but. Donc, quand Mika va chercher Petkovic, qu'est-ce que je peux dire, moi, Loïc? Non, Petkovic, c'est Mika Landreau. Vous comprenez, même vous, à votre niveau, que le directeur sportif, il a de l'influence sur des autres secteurs de jeu. Ce poste de gardien, Mika, je suis désolé, hein, nombre de matchs historiques en Ligue 1. Qu'est-ce que je vais dire au président? Je préfère un gardien, Jean-Louis Léca, qu'on a peut-être la possibilité de le prendre, ou un gardien d'expérience en Ligue 2. Mika est convaincu, il dit il va venir, on va le vendre 10 millions d'euros. Je vous parle vrai, hein, c'est comme ça que ça se passe. Et à un moment, vous avez la liberté d'imposer les choses, et de l'autre côté, vous subissez un petit peu, et vous espérez que le profil va correspondre, et parce qu'on est tous embarqués dans la même aventure. Et après, dans l'année, moi, j'ai des points sportifs, mais je pars du principe aussi qu'il y a un staff au grand complet avec un groupe de joueurs, mais je fais confiance à mon entraîneur, mon staff, pour travailler avec le meilleur effectif que j'essaie de lui donner. Et donc c'est pour ça que j'interviens plus, moi, ou très peu.
Ouais. Parce que vous savez, quand vous commencez à discuter dans une saison avec un joueur, le joueur va vous embarquer quelque part, ça peut être très dangereux. Donc à un moment, il faut savoir rester à sa place. Ouais, j'entends. Et qu'est-ce qui se passe entre ces deux saisons? Parce que, comme tu l'as évoqué, il y a un premier échec parce que bah, la position du FC Lorient en fin de première saison Ligue 2 bah, ne permet pas d'aller au-delà. J'imagine que tu fais un constat aussi sur le terrain de ce qui peut manquer, de ce qui a manqué. C'est quoi le travail entre ces deux saisons? Même si on connaît la suite, hein, qu'est-ce que vous avez travaillé sur quoi, etc. Et du coup, est-ce que tu prends aussi les réalités du terrain et les réalités du coach à ce moment-là dans ton casting pour la saison 2? Comment ça se passe dans ta tête? Ouais, ben, il y a une analyse qui est faite de la saison par rapport à l'effectif, réfléchir comment on peut l'améliorer. Et là, aujourd'hui, je peux même pas vous dire comment on avait amélioré cette équipe entre les deux saisons de Ligue 2. Je sais même plus à quel moment, j'ai plus ça en tête, mais il y a une réflexion. Moi, Mika, Julie et Mika, on a quand même terminé septième avec l'effectif. Je suis en droit de dire qu'on pouvait espérer mieux quand même. Euh, à ce moment-là, bah, Mika nous dit, c'est sa première année d'entraîneur. La deuxième année sera beau. Enfin, il aura une année derrière lui, plus d'expérience, donc ça sera plus facile pour lui. On essaie de recruter, on modifie ce qu'on peut modifier. Si à un moment donné il me dit on manque de vitesse devant, peut-être qu'à ce moment-là je lui dis effectivement on manque de vitesse. Mais maintenant, Mika, qu'est-ce que tu vas faire aussi toi pendant les semaines d'entraînement pour améliorer? Je sais que Mika à ce moment-là se rapproche de Régis aussi au niveau du centre de formation. Et peut-être que Mika n'appréhende pas le poste comme il aurait dû peut-être l'appréhender, en fait, je pense. Mais Bah, que déjà, se entre les deux focaliser sur... saisons, il y a. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais entre les deux saisons, il y a un peu d'expérience de Ligue 2 qui arrive. Alors, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il y a Joris Senati notamment qui arrive. En tout cas, vous essayez de vous fixer un peu sur des profils Ligue 2. Il y a aussi le loft, parce qu'en fait, après la Ça, c'est descente, vous avez compliqué. aussi un effectif qui est assez large. Donc là, c'est comme une décision qui est difficile à prendre quand on connaît un peu l'ADN du FC Lorient. On peut penser qu'on s'en éloigne un peu, mais c'est peut-être des choix nécessaires aussi à ce moment-là, je sais pas. Euh, donc là, c'est un peu une période de flou, ouais, ces deux saisons où vous essayez de retrouver finalement une identité. Ouais, ouais, non, mais maintenant tu me rappelles des moments qui n'étaient pas super intéressants. Moi, le loft, je l'ai jamais connu, hein. Jamais connu au Ouais. FC Lorient. Donc, quand Mika me parle qui veut faire un loft parce qu'il y a des joueurs qui correspondent plus au projet et qui me parle de Fabien Lemoine, de Sylvain Margot, des joueurs, enfin, je ne comprenais pas comment ça avait pu s'effriter dans la relation entre Mika et ces joueurs-là. Mais comme Mika avec Matteo Guendouzi qui ne faisait pas jouer, et ben à un moment donné, euh, moi je regardais aussi ce qui se passait au club. Je savais Mika avec énormément de problèmes en fait avec Matteo. Ben, on l'a transféré parce qu'on savait que si Matteo restait, euh, sa valeur aurait peut-être décliné un petit peu. Donc, de Matteo, Moussa, Sissoko appelle, puis Arsenal se positionne. Mais en fait, on n'a pas pu aller au bout du projet avec Matteo parce que ça s'est cassé en fait à un moment où ça aurait jamais dû casser. Moi, c'est ma conviction. Alors que Mais c'était un pur Mika avait produit des SL en certitudes plus. en disant Matteo, non, 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 c'est pas possible, on peut pas monter avec lui. Voilà. Mais l'entraîneur, à un moment donné, c'est quand même le patron. Vous avez beau dire ce que vous voulez, c'est le patron d'un club sportif. Et toute la réussite autour, c'est en fait l'entraîneur principal qui donne le tempo de tout le club, en fait. C'est lui. Mm. On le C'est voit Donc, avec le plus grand club français aujourd'hui. Hein. c'est- C'est c'est toi qui Enrique. fais des transferts comme Yohan Wissa ou à cette époque-là ou pas? T'étais sur le Je dossier suis avec ou... Fabrice Boquet. Avec Fabrice Boquet, ouais. Ouais. Ok. Ouais, Johan Wissa et puis Fabrice qui mène les négociations de club à club sur les transferts. Euh, Moi, je commence à discuter des contrats qu'on peut proposer aux joueurs, mais non, c'est Fabrice et le président qui valide en fait la somme finale en fait.
valider un montant de transfert. Mais ouais, cette année-là, on fait venir quoi, Yohan Wissa, Armand Loriente arrive à ce moment-là ou en Ligue 1, Ouais. je sais plus. Après, tu as beaucoup de joueurs aussi qui sortent du centre de formation et qui explosent. Il y a le Oui. préféré de Lucas, Alexis Claude Maurice, des joueurs de cette trempe-là. Donc, je sais pas si Cabot arrive pas à ce moment-là aussi chez nous. Jimmy arrive Mais, peut-être de Il 3. était là déjà lors de la Ouais. descente. Hmm. Ouais. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, Lucas. bien sûr. J'ai pas repris mes notes avant ce soir, désolé. Et du coup, fin 2022, Landreau, du coup, enfin fin 2022, pas du tout. À la fin de la saison, Mika Landreau, alors je sais pas si on n'a jamais trop su. Il démissionne, il est démissionné. Bref, l'aventure continue pas et puis ça change pas grand-chose. D'ailleurs, je fais un petit aparté, on en a déjà parlé ici dans le podcast, mais si derrière il reprend pas un club, il a jamais, c'est peut-être qu'il avait aussi compris que c'était pas un métier pour lui et puis finalement, il a appris, il a vu que ça marchait pas quoi. Mais arrive Christophe Pélissier, donc tu travailleras 3 ans avec lui. Et là, vu de l'extérieur, nous, on sent qu'on repart sur un cycle plutôt positif en termes de ce dont tu parlais, ADN. Alors, Pélissier, c'est pas du Gourcuff sur le terrain, etc. Même si ça n'a pas toujours été affreux, mais on sent que c'est un peu plus sain quand même à ce moment-là. Ah ouais. Non, Christophe arrive, on est en Ligue 2 et non, ça se passe très bien. Donc moi, il n'y a pas de non-dit. Je suis transparent avec vous. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a la possibilité aussi de faire Jocelyn Gourvenec, Ok. qui est Lorientais, je suis proche de Joss. Je pense qu'on peut construire après la période Sylvain, Ripoll, Christian. Je trouve que je parle souvent de timing et je pense que le timing pour Joss comme pour nous au club, de remettre un cadre beaucoup plus précis, je pense que Joss a sa place à ce moment-là en tous les cas. Donc je bataille auprès du Prez pour que ça soit Joss et Loïc, le Prez, me dit non, bon c'est Christophe qui signe. Donc très vite je m'explique avec Christophe et tout de suite en fait je dis à Christophe, bon, voilà Christophe, il faut que tu saches, moi j'ai bataillé pour que Jocelyn signe au club. J'ai des atomes crochus avec lui, on se connaît historiquement depuis très longtemps. Voilà, ne m'en veux pas, mais c'est comme ça. C'est pas pour autant que moi j'ai pas envie de partager cette aventure avec toi et qu'on aille chercher la montée en Ligue 1. Mais il faut que tu le saches pour que ça soit très clair et net et qu'on parte pas sur des trucs un peu qui sont merdouillards un peu dans la relation. Et cette année de Ligue 2, ça a été vraiment la régalade dans le fonctionnement, dans l'échange. Fabrice Boquet, directeur général, Loïc est en Angleterre, on est en Ligue 2, donc on travaille un peu plus étroitement en bas. Loïc est moins présent à ce moment-là, on a moins besoin de lui aussi sur cette année-là. On en aura besoin après, mais en Ligue 1 avec les droits télé notamment où c'était compliqué. Mais avec Christophe, avec Fabrice, ça se passe vraiment bien. C'est sa dernière année d'ailleurs à Fabrice, non? C'est pas ça? Comment? C'est sa dernière année, je crois, à Fabrice. Ouais, c'est sa dernière année. C'est sa dernière année. Donc en fait, on vit vraiment une saison qui est à tout point de vue, hein, vraiment où on se régale, on joue bien, on fait des bons matchs. Et puis on arrive vers la fin de saison et là ça commence à s'effriter un petit peu. Il y a l'arrêt du championnat avec le Covid et finalement Avec le Covid. le championnat s'arrête et on monte en Ligue 1. Mais pendant 8 mois, on a vraiment été, je crois, premier tout le temps en faisant des performances quand même. On était costaud, on avait un groupe qui fonctionnait bien, qui réagissait bien. Avec Christophe, ça se passait vraiment très bien. Et donc on monte en Ligue 1. Enfin, on retrouve la Ligue 1. Et donc là, il faut travailler. C'est pour construire le meilleur effectif possible, quoi, encore une fois. Et là, la recrue un peu symbole de ces années-là, c'est Terem Moffi, qui vient de Courtrai de mémoire, en Belgique. Comment vous tombez sur son profil et comment ça se fait avec lui, quoi? Parce qu'au début où il est arrivé, il n'était pas bon. Hein. Les 6 premiers mois, pas bon. Enfin, oui, c'est vrai. Mais vous avez bien vu que par rapport à ce que je disais au tout début de l'émission, notre vision des joueurs ciblés, on est plus sur des joueurs de Ligue 2. Ah, c'est clair. Sauf avec Adrian Grebic pour 10 millions d'euros.
Ah oui, ça, Sur la c'était ma galerie. question suivante, ça, après. Ouais. Bon, finissons sur, Sur la galerie. finissons sur Terem. Donc, Parce comment qu'à vous la tombez sur base, ce gars-là, quoi? Terem Moffi, Ouais, quand il est recruté, c'est pas du tout pour être titulaire au tout début. Puisque Attends, on la place est l'achète. quand même. Non mais attends, la place Il est est quand cher. même donnée. Oui, mais Adrian Gribic, c'était le Wonderkid. C'était celui qui devait être titulaire à la pointe de l'attaque. On est d'accord, au tout début. Au tout début, c'était ça. Il y a quand même eu toute la ritournelle autour de. On l'a récupéré du stade brestois. Du coup, il y a tout le. Enfin, bon, bref. Je vais laisser Christophe en parler mieux. Voilà. D'abord Terem. On va Ouais. commencer par Terem. Notre cellule de recrutement, elle s'est quand même améliorée aussi. Enfin, on a évolué, c'est-à-dire que les data font partie de cette cellule. On a des nouveaux. On recrute d'autres personnes pour nous accompagner avec Steph Pedron, qui est toujours mon fidèle lieutenant en tant que recruteur, puisque Steph est resté recruteur à ce moment-là. Et on prend Jérôme Fougeron, Baptiste Drouet aussi, qui explore un peu les datas, les réseaux sociaux, qui sont devenus importants dans le football. Donc, Baptiste regarde un peu tout ça. On regarde les championnats étrangers. Et puis le Terem arrive, on voit le profil. Et puis, on voit un nombre de buts très important dans un pays exotique. En Belgique, un petit peu de temps de jeu, pas beaucoup, mais à un moment, on se met autour de la table et on se dit, c'est un profil qui nous manque, qu'on n'a pas. Il arrive à la fin du championnat parce que Christophe réclame plus de puissance en fait devant, là-haut en fait. Et je crois qu'il arrive et je me demande s'il n'y a pas un deuxième joueur qui arrive presque en même temps que Terem. Ouais, c'est possible. En attaque aussi? Je sais plus si c'est en attaque. Il me semble qu'on fait 2 joueurs. Je crois qu'on fait. Parce que les 3 avants qui ont joué énormément au tout début, c'était Hamel, Gribic et Moffi, qui avaient tout. pratiquement un poste pour 3. Je crois que Terem arrive en fin de mercato, non? Il n'arrive pas plus à la fin? Ouais, si, à la fin, ouais. C'est pour Si, ça à que la je fin. disais que c'était pas. Le championnat a déjà commencé, ouais. Ouais, c'est pour ça que je disais que c'était pas celui qui était prévu au tout début Non, dans le casting. Donc pour Terem, on prend un risque. À un moment donné, dans le recrutement, vous devez aussi prendre sur des postes d'attaquants, vous prenez un petit peu de risquette sur les profils. Parce que soit ça vaut 30 millions d'euros, un très bon attaquant, soit ça coûte 1 million sans expérience. Donc il y a des choix à faire, il y a des fois vous avez une bonne relation, un bon feeling et vous y allez convaincu de la réussite du joueur. C'est peut-être dans ce mercato où on fait Steph Diarra ou un an plus tôt peut-être, je sais plus. Steph excentré. Armand est toujours là, je sais plus. Armand Ouais, Loyauté. oui, il Oui, fait une il est là, saison, ouais. ouais. Il fait une Ouais, il est saison. là. Donc on a du matos quand même en vitesse, Plutôt, ouais. on a du matos et donc Terem, ouais, on arrive à être convaincant. La cellule me convainc aussi pour que je pousse. Voilà, moi j'aime bien le profil aussi. On est sur un joueur atypique, gaucher, attaquant, puissant, qui prend la profondeur quand même, qui envoie, certes qui a les pieds un peu, mais je pense qu'il y a une marge de progression. Beaucoup. Et puis nous on a toujours dit qu'il avait enlevé ses Timberland à un moment donné. ouais, non mais ouais. Mais souvenez-vous de Didier Ndong en 2015 quand il déboule chez nous. C'est vrai. Et Didier Ndong, c'est pareil, c'était un joueur quand il arrive, waouh, il prenait. Attends, Didier Ndong, il est pas reparti en étant Mascherano Prime non plus, quoi. Non. Ah, mais il est parti très cher. Après, il est parti pour 15 millions. Cette vente à Sunderland, puis à un prix incroyable. Je pense qu'il aurait pu partir pour beaucoup plus cher si on avait réussi à le garder 1 an de plus. Ouais. Ah ouais? Ah, je pense, ouais. Ah, moi, je pense il que avait vous l'avez dit vendu au justement, bon moment. on change de sujet, mais du coup, qu'il voulait rester et que du coup, là, peut-être la pression financière aussi, c'est une offre qui a été compliquée à refuser pour un club comme Lorient. Donc lui, il s'est retrouvé un peu entre l'agent, le club et il y va et derrière la carrière qu'il a. Tu parles de Didier Ndong? Oui, c'est ça. Ouais, non, ça a été un moment qui avait été compliqué aussi parce que c'était à 2-3 jours de la fin du mercato. Donc c'est vraiment pour vous expliquer comment se passe un mercato et des fois c'est pas forcément simple même pour un directeur sportif à gérer, à apprécier. Ouais, voilà. Et donc Adrian, oui. Ouais. Vas-y. Adrian, oui, c'était un joueur qu'on avait identifié quand même parce qu'il
il marquait les esprits par sa saison ou ses saisons de Ligue 2. Un joueur de coup de pied arrêté exceptionnel, fantastique. Et il est dans une shortlist, ouais, c'est un profil qu'on n'a pas, un pied. Ouais, et pour une équipe qui joue le maintien, on sait que les coups de pied arrêtés peuvent être aussi importants. Il a une marge de progression. Il commence à être international autrichien, donc c'est pas rien. C'est un profil à travailler. C'est-à-dire qu'on sait très bien de toute façon que l'attaquant qui arrive avec toutes les qualités dans notre club, enfin, il n'arrive pas avec toutes les qualités possibles. Sinon, il n'est pas pour le FC Lorient. Soit il a un secteur de jeu à améliorer, on le sait tous, soit c'est sa vitesse, soit c'est son jeu de tête, soit c'est sa capacité à garder le ballon dos au jeu, soit c'est son pied gauche, son pied droit. Il y a toujours des choses à travailler. Et pour Adrian, il y avait la mobilité, il y avait l'engagement, il y avait des choses à améliorer, à aller chercher. Et donc, à un moment, Christophe préférait nettement le profil de Terem Moffi. Et donc, à un moment donné, vu le système de jeu, le choix a été très rapide au-dessus de Christophe. C'est-à-dire qu'Adrian ne correspondait pas au profil recherché. Et là, ouais, forcément quand on regarde l'histoire, on peut dire que le FC Lorient s'est trompé sur Adri, mais au moment où il signe chez nous, ça peut aussi bien être une réussite, il peut performer, il peut claquer des buts, et à un moment, un attaquant a besoin de confiance, il joue pas, il n'a pas de rythme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Même dans les clubs de très haut niveau, vous voyez ces fonctionnements-là pour tous les attaquants qui ont de la qualité, qui n'ont pas de temps de jeu, qui rentrent, ils sont pas en forme, ils sont pas dans les bonnes dispositions, et on dit que c'est un échec à partir du moment où c'est pas productif. Bon, on l'a vu Ouais, à en même Lorient temps, cette saison on a avec joué. Mobamba, par Ouais. exemple. Oui, oui. Ouais, mais je pense que tout ça c'est lié. Vous savez, pas de temps de jeu, tu es sur le banc, tu rentres 5 minutes, t'as pas beaucoup. Après, je pense que Mo, il a peut-être aussi pas fait ce qu'il fallait pour aller chercher ou pour revendiquer une place de titulaire. Je pense qu'il n'est pas aussi affûté que quand il est arrivé chez nous à Lorient. Je pense qu'on peut le voir. Peut-être qu'il y a des problèmes extrasportifs, j'en sais rien, tous ces éléments-là. Mais c'est tellement difficile de faire 100% de réussite sur un recrutement que ouais. Non, On mais peut là, il y a parler quand même un d'Adrien, profil. Il y a quand même un profil sur Adrien Grbic qui est assez clair. Et de toute façon, ça s'est vu. Le jeu en transition de Pélissier convenait à des joueurs comme Dango Ouattara, Lorienté, Terem Moffi, Soumano à l'époque. Et derrière, on avait un trio, voire même un quatuor entre Abergel, Monconduit, Lemoine, plus Enzo Lefebvre. Voilà, c'était ça le projet. Mais du coup, c'était très très clair. Enfin, en tout cas, en tant qu'observateur, c'était très très clair. Et Adrien avait du mal parce que du coup, c'est plutôt quelqu'un qui avait tendance à jouer peut-être plus avec une équipe qui qui avait de la possession, sur des attaques placées, etc. Mais c'est vrai on voyait il y avait un truc, il y avait un bon pied. Malheureusement, il n'a pas mis un seul coup franc, à part sur une transversale Sur en la match barre. amical. Et ouais, moi j'ai trouvé qu'il était très emprunté. Et tu as évoqué le côté engagement, etc. Moi j'ai toujours trouvé très fébrile sur ses appuis. Je sais pas pourquoi, mais du coup, voilà. Bon, bref, j'ai l'impression qu'il a vraiment, au-delà peut-être de l'erreur de casting, c'est qu'il est passé à côté du coup du sujet, quoi. Je pense. Mais bon, bref, hyper intéressant. Très juste. Et donc, Et- on s'approche petit à petit, 2022, de la fin de ton aventure au FCL. Ça concorde aussi avec changement d'entraîneur, avec Régis Lebris qui prend enfin, le pouvoir, j'allais dire, qui prend le contrôle, enfin, qui prend le banc, pardon. Il y a un lien entre ces deux sujets? J'ai pas entendu par contre. Non, Excuse-moi. j'ai toi, tu pars en 2022, au moment où Régis Lebris devient entraîneur du FC Lorient. Et on sait que Régis Lebris avait une volonté un peu Ah non. de contrôler. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Comment ça se fait? Pourquoi tu pars en 2022, toi? Oh non, je suis éreinté parce que cette dernière année, en fait, ces 2 dernières années de Ligue 1, elles sont épuisantes parce que Christophe, j'aime beaucoup Christophe et son staff, mais c'était compliqué parce que je trouvais qu'avec l'effectif qu'on avait construit, j'avais entendu toute l'année en fait qu'on n'avait pas d'équipe pour jouer autre chose que le maintien en fait. Mhm. Et
Enfin, vous vous souvenez, vous avez dû voir ce qui sortait. On était là. C'est compliqué. Moi, quand on joue le maintien, de toute façon, il faut rester tranquille, pas faire de vagues parce que ça sert à rien, parce que sinon, on avait le maintien à aller chercher. Et moi, je n'aimais pas cette façon de faire de Christophe, mais on en a parlé avec ses adjoints aussi, où on réécrit l'histoire du mercato. Et moi, j'aime pas ça. À un moment donné, quand on discute, on valide des profils, on construit l'effectif, on co-construit, parce qu'encore une fois, c'est pas moi qui vais animer les séances d'entraînement. Je vais pas imposer des joueurs qu'un entraîneur ne veut pas. Donc à un moment donné, on propose des joueurs et on arrive à recruter quand même des joueurs qui sont des très bons profils. Bah, j'aimais pas entendre un adjoint, un entraîneur de gardien ou Christophe dire ouais, on n'a pas d'équipe, on peut pas jouer autre chose que le maintien. On a Chalova, on a Mofi, on a Enzo Lefebvre, on a Bergem. Enfin, faut reprendre les effectifs dans Ouattara. Et moi, je pensais qu'on était capable, on aurait pu être capable, en tous les cas, de jouer autre chose que le maintien, tout simplement. Et je n'aime pas, encore une fois, quand on réécrit une histoire qui a été l'histoire construite tous ensemble, en fait, avec le presse, avec l'entraîneur, le directeur sportif, et même le directeur du centre, que j'impliquais aussi dans les choix de joueurs, par rapport à des jeunes joueurs qui pouvaient arriver. Et moi, mon but, c'était pas de bloquer les jeunes joueurs du centre de formation pour les empêcher de grimper aussi en équipe première. Donc voilà, donc j'étais esquinté, j'avais besoin de faire un break tout simplement. Il se trouve que là, à ce moment-là, mais quand je parle, le choix de l'entraîneur n'est pas encore acté. Hein. D'accord. Donc, et Régis devient entraîneur, mais moi j'ai passé des moments super intéressants avec Régis sur des discussions foot au tout début. Quand on va à Clairefontaine, pour recruter justement Alexis Claude Maurice, on va tous les deux à Clairefontaine, 5 heures aller, 5 heures retour en bagnole, on y retourne, on va voir les parents, mais des discussions de foot qui sont juste extraordinaires en fait avec Régis. Et après, il y a eu le petit couac sur cette dernière année, peut-être, où ça s'est modifié. Petit couac, t'es gentil. Descente, c'est un couac, petit couac. Ouais, mais là, il y a eu. Après, t'étais plus là, donc c'est pas le sujet, Ouais. mais il y a eu des problèmes dans le recrutement, il y a eu des choses qui étaient. Ouais. On était loin de justement l'ADN dont tu as parlé, qui a fait le succès du Oui. FCL sur de longues Mais ça, années. c'était un point d'interrogation pour moi. Connaissant Régis, je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas ce recrutement, en fait, qui avait été fait. Mais en tous les cas, quand Régis prend l'équipe, moi, je suis plus au club, mais je suis hyper content, moi, à mon niveau, de voir ce que l'équipe dégage, parce qu'en fait, c'est pratiquement les joueurs que j'avais recrutés, en fait, avec mon équipe, encore une fois. Bien sûr. Mais les 6 premiers mois de Régis, c'est incroyable. C'est l'équipe de Pellissier. C'est l'équipe de Pellissier réinventée par Régis Lebris. Je pense même qu'on l'a dit. En tant que directeur sportif, je me disais, mais finalement, on disait, ouais, le recrutement, l'année où on joue le maintien, c'est pas terrible, et ceci, cela. Moi, ça me pète à la figure. Je suis à l'extérieur, mais c'est une petite satisfaction pour moi en me disant, mais putain, mais Christophe, on avait quand même sacrément bien recruté. N'oubliez pas non plus Trevo Chalova, prêté par Chelsea, qui est aujourd'hui international anglais. Malheureusement, il est blessé, mais titulaire à Chelsea. Mais on avait des joueurs quand même qui ont très performé sur ces 2 saisons de Ligue 1. L'utilisation de Lefebvre, qui n'est pas du tout la même sous Lebris qu'avec Pellissier. Voilà, il y a plein de. Aussi, il y a plein de petites choses comme ça. Donc, mais ce qu'on comprend du coup avec ton retour, Christophe, c'est que finalement, parce que nous on revient souvent sur les communications du club, à la fin de la 2e saison de Pellissier, on est sauvé, etc. Et entre les lignes d'un communiqué de presse, il y a le fait qu'on établit une nouvelle feuille de route, malgré les objectifs validés par Pellissier, qui semblent être confortés, finalement en sous-marin, se positionner à un renouveau, parce que finalement toute l'organisation pensait qu'il fallait changer aussi de direction, on va dire, et de philosophie de jeu, parce que finalement ça s'était répandu, ton idée de se dire qu'il y avait mieux à faire avec cet effectif-là, finalement, non ? Moi, j'ai fait mon bilan avec Loïc, le président, avec Arnaud Tanguy, puisque c'est Arnaud Tanguy qui est le directeur général. On fait une réunion et je débriefe les 2 ans, l'année qui vient de s'écouler, je la débriefe avec eux, et j'explique comment elle s'est passée, les résultats qu'on a eus. Je peux vous assurer que je fais un entretien de 2h30 où je pense que c'est ma meilleure interprétation. Je pense sincèrement,
j'ai vraiment expliqué les choses, ce qu'était notre club, la vision que j'en faisais. J'ai dit enfin ce que je pensais et peut-être que derrière c'est Loïc, le presse avec Arnaud, ils ont sondé Régis. Régis a peut-être pensé que c'était le moment en tous les cas aussi pour lui. Et moi c'était leur histoire. Mais en tous les cas, moi j'ai expliqué sur ma vision lorientaise en fait ce que je pensais de cette dernière année de Ligue 1 où on aurait pu mieux faire. Alors que j'avais entendu toute l'année finalement qu'avec cet effectif-là, on pouvait faire qu'un maintien. Et ça me plaisait pas en fait. Ça m'avait esquinté parce que j'ai cette humilité de me dire que je connais un peu le foot, je connais un peu les joueurs et je pensais qu'il y avait possibilité de faire un peu mieux. Mais finalement, Christophe, à Auxerre, ça a été un peu, ça semble être un peu similaire. Enfin, je lis entre les lignes. Enfin, Mais, et toi, justement, cette arrivée de Régis Lebris, donc tu pars juste avant, mais toi, en tant que directeur sportif, est-ce que tu gardais enfin, une attention particulière sur le fait que l'ADN FC Lorient soit aussi très présente avec des anciens joueurs comme Arnaud Leland, comme voilà, Benjamin Janton, Régis Lebris, qui a lui eu cet ADN via Gourcuff, que voilà, des personnes comme ça restent au club et continuent de diffuser l'ADN FC Lorient pour qu'elles arrivent peut-être un jour en équipe première. Est-ce que toi, enfin, je veux dire, t'essayais de passer ce message-là plus haut, de garder cet ADN? ah ouais, mais ça c'était nécessaire. Moi avec, j'étais pas directeur sportif tout seul dans mon coin à m'occuper uniquement des pros. Moi, ce qu'il y avait au centre depuis le début, je veux dire, le premier, ça a été, oui, Alexis Claude Maurice. Après, il y a eu Matteo, la génération 2000 entre Enzo, Tom Renaud, Junior Burman, malheureusement, Ilan Mélier. Moi, mon objectif, c'était quoi? C'est de leur laisser la place, en fait, dans l'effectif pro. Donc je construisais mes effectifs aussi avec l'ADN qui existait au centre de formation et moi j'en tenais compte. Moi je pouvais pas me dire, euh, enfin, et il y a des joueurs comme ça. Je pense qu'on n'a pas été au bout à cause au bout du projet de formation justement. On n'a pas été au bout. Je pense à Ilan Mélier. Ilan Mélier est arrivé trop tôt dans l'équipe par rapport à des erreurs faites justement autour de l'entraîneur numéro 1 qui était Petkovic. Il arrive 2 ans trop ça m'a tôt. agacé finalement. Et Ilan aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, il est en déficit de temps de jeu en fait. Et je pense que nous, il est arrivé prématurément dans un moment où c'était pas son heure normalement. Et ça m'a agacé. Enfin, mais Mika, il essaie de rebondir parce qu'il voyait bien qu'à un moment donné, euh, il s'était planté avec Petko. Le numéro 2 n'était pas content. Au début, c'était le numéro 2 qui mettait des mines à Petko. Donc, on va prendre le petit jeune qui arrive. Enfin, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, mais en tous les cas, l'ADN FC Lorient, je l'ai eu tout le temps en tête et ce qui se passait au centre, euh, avec les éducateurs. Et il y en a eu d'autres, malheureusement, qui n'ont pas été au bout du bout avec Régis. Je pense à Stéphane Le Garec, à Pierre-Yves Lebert, qui ont été des éléments à un moment donné très importants du club. Moi, mon rôle, c'était de maintenir ça. Et aujourd'hui, on a encore, moi, je suis content que ce soit Lolo qui m'ait remplacé à la direction sportive, Lolo Cossini. Après, je l'appelle pas pour savoir comment il travaille à sa manière, mais je connais Lolo, j'ai joué avec lui, je l'ai recruté et on l'a transféré et je l'ai vu arriver chez nous. Donc, je suis confortable en fait avec ce que je vois entre Lolo et puis le nouveau coach qui vient d'arriver pour le club FC Lorient. Justement, tiens, juste une petite seconde, Raph et Christophe, si vous pouvez mettre la lumière comme ça, on se voit parce que je vois que le soleil se couche. T'habites toujours sur Lorient d'ailleurs? Parce qu'on l'a pas dit en introduction, mais t'es un Lorientais pur jus. Ah ouais, non, moi je suis Lorientais pur sûr. J'ai été 20 ans pro, mais je suis resté, comme vous savez, qu'en Bretagne. Ouais. Et dès que j'avais 2 jours, je revenais sans arrêt de Nantes, Lorient, Guingamp, Lorient, Rennes, Lorient, même Vannes, C'est Lorient. volontaire ça de rester en J'étais déjà C'était volontaire de rester en Bretagne ou t'aurais pu partir ailleurs dans des clubs plus huppés peut-être ou des challenges à l'étranger? Non, ouais, c'était pas un choix. Non, non. Quand je signe mon premier contrat pro à Guingamp, j'ai 20 ans. Ça remonte.
Non, je me dis pas, je vais rester toute ma carrière en Bretagne. Mais c'est vraiment les circonstances ont fait de ma vie, de ma carrière, ont fait que je suis resté là. J'aurais pu partir un moment en Corse. J'aurais pu partir après Rennes. Il y avait le PSG qui était là. Ouais. Mais et je pars à Guingamp finalement. Et, Alors, et comment voilà, ça se fait finalement, que c'est quoi parce que Guingamp PSG, on n'est pas sur la même Ah, c'est le PSG de l'époque, attention, quand même. Ouais, enfin même le PSG de l'époque, ça reste au-dessus de Guingamp. c'est Donc Luis qu'est-ce Hernandez qui l'entraîneur, ouais. c'est Ronaldinho. Ronaldinho, ouais. C'est Et de- de- c'est qui- la saison, c'est la saison 2002-2003. Moi, j'arrive en fin de et- contrat au Stade Rennais. Celle où Stéphane Pedron met Ronaldinho sur le banc. Ouais, ou l'inverse, je sais plus. Ouais. Non, bah si enfin, Fernandez veut pas faire jouer Ronny, donc Ouais, c'est ça. il met Pedron. Ouais. Mais bon, C'est pas cette bon. année-là où Ronaldinho dribble toute l'équipe de C'est ça, Guingamp, du coup. c'est ça. Si. Vous pouvez bien regarder le dernier qui tacle et qui la prend juste au-dessus du. Je, je voulais pas le dire, mais Et donc comment ça se fait que tu pars pas à Paris et que tu vas à Bon, Guingamp? en fait, bon, j'ai quitté Guingamp. Enfin, j'ai joué à Guingamp mon premier contrat pro de 90 à 94. Je Ouais. quitte Guingamp pour et je reviens à Lorient pendant 2 saisons avec Christian Gourcuff. Derrière, je pars à Nantes, je pars à Rennes. Et je suis parti de Guingamp d'une certaine manière. Et Noël Le Graët, qui est encore le président de Guingamp, ou très influent, eh ben, il veut vraiment que je revienne à Guingamp. Et il a connaissance que le PSG s'intéresse à mon profil. Et j'ai fait des appels téléphoniques avec Luis Hernandez. Hein. J'ai même été visiter des maisons à Paris. Hein. Enfin, on est déjà loin dans les discussions. Et du jour au lendemain où Noël Le Graët apprend qu'il y a le PSG, il n'y a plus du tout d'appel entre Chris Avneroux et le PSG. Donc je me dis que Noël a dû faire en sorte de gérer un peu les choses. les coulisses. Ouais. Parce que je crois que 6 mois avant, je crois que Fiorez quitte Guingamp pour aller au PSG. Enfin, ça se passe pas très bien. Donc, Le Graët doit dire à Père, écoute, enfin, il y a peut-être une histoire là-dessus. Enfin, et je suis à Guingamp et finalement, on fait une année exceptionnelle avec Drogba, Malouda. Ouais. Oui, c'est pas une équipe dégueulasse à Guingamp à l'époque non plus. Ouais. Ouais, c'est bien. Bon, vous prenez quand même 6-2 au Moustoir à cette époque, mais c'était. T'es sûr que c'est ça là? C'est peut-être la saison d'avant. Vérifie. Ouais. En tout cas, il y avait Malouda et Drogba au Moustoir avec cette équipe-là où Lorient gagne 6-2. Ah ouais? Ouais, d'accord. Ah ouais. Okay. J'étais peut-être pas là. Bah, si. c'est la 2001-2002 du coup, c'est ça hein? Non, 2002-2003, moi je te parle. Ok, ouais. Bah, c'est Et donc, non. 2001-2002. Ouais. Il y a peut-être Malouda, Drogba, mais moi je suis pas arrivé. C'est la saison 2001-2002, le 6-2, je m'en souviens. Ouais. Et donc je joue pas à Lorient l'année 2002-2003 parce que Lorient descend. C'est bien ça. Exact. Ouais. Ouais, 2002-2003, on est. Oui, on gagne la coupe. Le vieux, il a un peu de mémoire quand même. Ah non, si, on gagne la coupe et on descend. Ouais. L'actualité du FCL, du coup, en tant que Lorientais pur jus, et vu que ça s'est terminé, du coup, j'ai pas tout à fait compris si tu démissionnes ou si on te demande de partir. Hein. Ça a pas été. C'est une rupture conventionnelle. On fait une rupture conventionnelle. Donc toi, ça t'arrangeait et le club peut-être aussi. On était en fin aligné. En fait, pour que, ouais. En même temps, avec autant d'années, c'est une sortie diplomatique et propre. Ouais, en tout cas, je remercie le club. Que ce soit Loïc ou Arnaud ou Sébastien Maé, qui sont les personnes avec qui je discute, sont exemplaires et ça se passe très bien. Et moi, Loïc, sincèrement, je suis redevable de beaucoup de choses parce qu'il m'a offert une progression dans mon poste, des responsabilités. Je pense qu'on a essayé de bien faire les choses, en tous les cas, pour que le club soit reconnu comme il l'est aujourd'hui. Il a pris une nouvelle dimension. Moi, j'ai pris du plaisir. Il nous a offert un centre d'entraînement qu'on n'avait pas, depuis historiquement, on n'avait rien. Le centre de formation était dans un endroit, les pros d'un autre, les salariés d'un autre. C'était compliqué de travailler en fait. Et c'est quand même que le Presque a initié tout ça.
et qui a réussi à faire aussi ce que le club est devenu. Enfin, sincèrement, j'ai une haute estime en fait pour Loïc Ferry par rapport à tout ce qui a été fait quand même au club. Alors des fois, j'aurais aimé qu'il ait plus de confiance en moi sur les choix de profil de joueurs, d'entraîneurs qui m'écoutent sur des joueurs. Peut-être que Franck Honora, on l'aurait fait. Bon. Mais non, globalement, ça a été 15 ans très riche en tous les cas en tant que dirigeant. Je relisais le communiqué justement de ton départ et c'est hyper élogieux. Comment ? Le communiqué que fait le club au moment de ton départ, Oui. on a vu des communiqués du FCL beaucoup plus froids au moment de départ de certains autres. Là, c'était très très élogieux. Après, bon, ton successeur, c'est Aziz Manimogne. Bon, c'est moins bien, mais ouais, le communiqué, enfin, on sent que ça se part, ça part en bon terme, quoi. Ouais, non, mais sympa. Mais enfin, le club savait aussi que j'avais beaucoup donné par rapport à la personne que j'étais, entre les salariés, les joueurs. Enfin, sincèrement, je suis vraiment je sentais cet amour. J'étais bien apprécié en fait avec les gens qui me voyaient batailler et pour moi, en tous les cas, la réussite d'un projet comme le FC Lorient, et ben chaque composant du club apporte ses petits pourcentages de réussite, même pour l'équipe première. Et je le répétais en permanence. C'est-à-dire que ce que Fabrice Boquet avait initié avec tous les services du club, où on parlait un peu de la situation de chaque service, je trouvais que c'était une super idée. Et ben moi, c'est moi qui parlais du sportif pendant toute la saison. C'est-à-dire que tous les mardis, on parlait un peu de la situation. Et quand vous jouez le maintien, il y a certains mardis, c'est pas forcément facile de parler de l'actualité sportive. Mais c'était important de leur rappeler que l'importance qu'ils avaient, en fait. Et je pense que cette proximité, cette humilité, cette envie de bosser de manière collective, elle doit rester plus que jamais au cœur d'un club comme le FC Lorient. Et c'est ce qu'il faut réussir à maintenir en tous les cas. Et je compte sur les personnes qui sont au club pour maintenir ce fonctionnement-là. Tu as évoqué le fait que chacun fait un peu sa part, etc., à chaque niveau du club. Moi, j'avais une question, parce que du coup, tu t'as énormément évoqué Loïc Ferry tout au long de l'échange. Nous, on a extérieurement, du coup, une vision quand même d'omniprésence, peut-être un petit peu moins ces derniers temps, mais en tout cas au début, quelqu'un qui prend beaucoup de décisions, qui est présent, etc. Et on se pose assez fréquemment la question du rôle du directeur général, puisque tu en as connu plusieurs, ça s'est enchaîné aussi à un moment donné. C'est quoi en fait la logique en interne entre le rôle du président, le directeur général, ton rôle aussi? Enfin, comment vous répartissiez aussi ces rôles-là? Parce que j'imagine que c'était un jeu en triangle aussi à un moment donné entre tous ces acteurs-là. Ouais, non, c'était pas forcément facile. En fait, le directeur général, moi, en fait, c'était celui avec lequel j'ai eu la meilleure connexion. Ça a été Fabrice Boquet, en tous les cas en Ligue 2. Et je trouve que le fonctionnement du club, c'est-à-dire la première année de Christophe au club, il arrive d'Amiens dans un club qui est beaucoup plus structuré qu'Amiens. Fabrice Boquet, DG, Loïc Ferry, président, mais on est en Ligue 2, donc Loïc délègue beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile à travailler. Moi, mon objectif, c'est de convaincre Fabrice sur les joueurs qu'on doit identifier et qu'on a identifié et qu'il faut faire signer pour atteindre nos objectifs. Et après, c'est Fabrice qui manage Loïc Ferry pour valider en fait la venue des joueurs. C'est-à-dire qu'il y a du management en fait par le bas aussi pour le presse. Et là, Fabrice est en capacité en fait de discuter, de convaincre, et moi je suis content finalement parce que moi quand je discute en direct avec Loïc Ferry, c'est pas la même connexion en fait. On est différents, on n'est pas du même cercle. Moi je suis entier, je suis du terrain sportif et Loïc est beaucoup plus sur d'autres aspects. Et en fait Fabrice arrive à être le bon intermédiaire en fait pour tout coïncider. Ouais, le catalyseur. En gros. Oui. Ouais, Il y avait plus de liens aussi. Ils se connaissaient peut-être aussi. Ils se connaissaient d'avant, je crois aussi, via McKinsey, etc. Exactement. Exactement. On entendait souvent que Fabrice Boquet était un peu comme Loïc Ferry, très dur en négociation, très bon, il arrivait vraiment à aller au bout de
de ce qu'il voulait. C'était un peu le cas. Ouais, c'est le cas. Ouais. C'est-à-dire que c'était quand j'arrivais. Moi, le plus dur, c'était de convaincre Fabrice. Et Fabrice, il avait ce côté. Ouais, une anecdote, et je m'en souviens encore. Il y a un joueur qu'avec la cellule qu'on voulait absolument, c'est Laurent Bergel, qu'on connaissait, le joueur typique qui était en Ligue 2, Qui connaît pas? Ajaccio, Nancy, enfin. Et moi, je le voulais absolument. Mais j'ai un souvenir d'une discussion avec Fabrice Boquet, où je pense qu'elle doit durer 1h30 ou 2 heures au téléphone. Je suis avec ma famille, ma femme et mes enfants à Guidel-Plage, et on parle pendant une demi-heure d'Abergel, et qui me dit, mais est-ce qu'il peut jouer avec tel joueur? Et si ce joueur ne joue pas, est-ce que Laurent Bergel pourra match? Ça a duré 2 heures. Donc, à l'issue des 2 heures, je lui dis, mais Fabrice, tu commences vraiment à me saouler, je te dis. Enfin, et j'arrivais à lui parler de cette manière-là. Et en fait, une fois que j'avais validé, je savais par contre que le joueur allait signer chez nous parce que lui allait convaincre Loïc Ferry d'aller sur ce profil-là, quoi. Donc, c'était Pas un mauvais choix, dans celui-là. ça. Comment? Ouais, Pas un mauvais choix, Abergel. Ouais. J'ai pas entendu. Je dis Abergel, pas un mauvais choix pour le coup. Ah ouais, non, c'était. Bah, le beau choix, non, c'était. Mais après, je trouve sur cette dernière année, je trouve qu'il est utilisé à toutes les sauces au club, et ça, j'aime pas trop non plus. Voilà. C'est-à-dire Oh, avec une communication, Laurent Berger ceci, Laurent Berger qui vend le maillot, il fait tout, en fait. Et je trouve qu'à un moment donné, le joueur doit un peu plus être focus sur la partie terrain. Mais c'est juste mon œil d'ancien directeur sportif qui aurait un peu calmé un peu tout ça. Je trouve que, enfin, il répondait favorablement à toutes les sollicitations du club et à trop de sollicitations sur la fin, je trouve. Tu trouves peut-être que ouais, le FC Lorient n'a pas qu'un visage, et le fait de le mettre énormément en avant, peut-être en masque d'autres, et ça peut aussi le fatiguer, même que ce soit mentalement, on va dire dans la fraîcheur mentale sur sa saison, ça peut jouer aussi, de devoir porter un rôle qui est assez important. Oui. L'avenir du FCL, bah, ça y est, on y est déjà maintenant. Hein, on a fait la saison des 100 ans. Nous, on a un peu. On a trouvé que c'était un peu une fin un peu triste pour la saison des 100 ans, avec le coach Pantaloni qui s'en va, et les incertitudes. Et on ouvre un nouveau chapitre du FCL, presque. On ouvre carrément un nouveau livre, quasiment. C'est la reprise par BKFC, la multipropriété, etc. Tu as un regard là-dessus, toi, sur cette reprise, sur l'avenir du FCL? Ouais, bah forcément qu'aujourd'hui, les clubs, avec le gros couac des droits télé, est obligé de enfin, les clubs sont obligés de se réinventer. Enfin, la part droit télé, elle est devenue presque ridicule aujourd'hui. Je ne sais pas exactement ce que le club a touché. Moi, je crois en 2022, quand j'arrête, je crois que cette année-là, le club doit toucher autour de 30-35 millions d'euros de droits télé. Aujourd'hui, c'est 5 millions d'euros. Donc, je suis pas surpris qu'à un moment donné, Loïc Ferry, qui anticipe quand même beaucoup sur ces aspects-là, commence à travailler pour un partenaire qui vient l'accompagner dans ce projet. Parce qu'un club de foot, ça coûte de l'argent. Nous, même avant que le fonds arrive, même avant que les droits télé arrivent fortement, je me souviens que le club, on est pratiquement obligé chaque année de vendre pour 5 ou 10 millions d'euros, et tous les ans, je crois que il y a Éculé Manga, Koscielny, c'est 10 millions. Gamero, enfin tous les ans on est obligé d'aller chercher 10 millions sur un transfert avant de... Voire même un tout petit peu plus, Christophe, parfois. Comment? Un peu plus? Voire même un tout petit peu plus, ouais. C'est entre 8 et 12-13 millions à chaque fois. Ouais, c'est ça. Donc ça montre bien qu'il fallait qu'on soit performant sur aussi en matière de recrutement, parce qu'on savait que c'est cette valeur-là qui pouvait permettre de repartir sur l'année à zéro en vendant un joueur. Et donc moi, je le vois plutôt d'un bon œil, parce que Bournemouth, c'est pas un fonds d'investissement qui arrive nulle part, c'est un propriétaire qui fait beaucoup de bonnes choses avec Bournemouth, avec le club portugais, la même chose. Ce qui est fait pour le moment avec Lorient sur cette intersaison, ce qui est fait, c'est que la nomination de cet entraîneur-là. Mais cet entraîneur-là, pour moi,
il a des valeurs lorientaises, puisque je connais Alexandre Dujeu et je trouve qu'il colle parfaitement à ce que j'imaginais pour le club. Sur le C'est-à-dire profil identifié, c'est celui qui me parle le plus. C'est une suite logique d'Olivier Pantaloni qui m'a fait une super impression pendant ces 2 ans. Mais ouais, ça me va bien en tous les cas. Et de savoir que le club peut garder une forme d'identité. Et de toute façon, pour la réussite du club de Lorient, il faut qu'à tout prix cette identité, elle se maintienne. Et aujourd'hui, il y a quand même des personnes au club qui doivent faire en sorte de privilégier ça. Qu'à un moment donné, en matière de recrutement, eh ben, on verra ce qui se passe. Si c'est pour avoir 5 jeunes joueurs de Bournemouth qui ont 18 ans et que, ben non, c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui seront incapables de performer dans un environnement comme Lorient. On a donné, et cette année, je crois que vous avez eu un joueur anglais qui est arrivé aussi à 18 ans. Ouais, du Newcastle. Ouais, donc non. Et sincèrement, de l'extérieur, j'ai l'impression que ça part sur des très bonnes bases. Donc c'est pour ça que la multipropriété, bah, c'est une chose qui est nécessaire pour les clubs. Bah, de toute façon, avec tous les clubs qui aujourd'hui sont tout seuls, ils réfléchissent. Hein. Même Denis Le Saint à Brest commence à envoyer des signaux. À Montpellier, on le voit aussi. Enfin, vous voyez bien. Donc aujourd'hui, en tous les cas, sur ce que fait Bournemouth là-haut, j'ai plutôt un bon feeling où je suis plutôt heureux de voir comment ça se passe actuellement. Voilà. Et ce choix d'entraîneur me conforte parce que je connais le profil de l'entraîneur. Bah, ce serait intéressant peut-être que tu creuses sur le profil, si tu le connais, ça nous intéresse. Et tu t'évoquais le fait que ça match plutôt pas mal. Inversement, il y a pas mal de noms aussi qu'on filtré, je pense que tu dois les connaître ou les avoir en tête. T'as des profils en revanche où tu te dis que c'était pas du tout compatible ou t'aurais mis éventuellement un no-go si t'étais encore dans la structure? Ouais, non, je sais pas. Des joueurs des entraîneurs qui ont très peu d'expérience en Ligue 1. Ça me fait un peu peur. C'est peut-être, ce sont des freins à moi en tous les cas, mais Ouais. le profil de Wilfried Nancy, moi je vous dis peut-être qu'il est brillant. Moi, il aurait fallu peut-être que je rencontre, qu'on discute, qu'il me montre sa philosophie de jeu. J'en ai pas assez, c'est pour ça, mais de l'extérieur aujourd'hui, je suis plus rassuré pour Alexandre Dujeu, Angers, Lorient aujourd'hui, même si on a un petit peu de marge par rapport à Angers, par rapport à la stature du club. Je pense que c'est une suite pour Alexandre Dujeu, comme les joueurs que je faisais venir de Ligue 2 finalement. Je trouve que cet entraîneur-là, il va venir chercher une marge de progression aussi. Il va venir aussi pour montrer qu'il est capable de bien performer dans un club comme Lorient qui est au-dessus d'Angers. Et tout ça, ça me plaît bien. C'est comme un joueur finalement. J'ai envie de le même principe. Dans un timing, dans un bon moment, dans le bon club pour franchir, pourquoi pas, un autre palier. Et parle-nous peut-être un petit peu plus de lui, parce que tu avais l'air de le connaître et de le côtoyer en tout cas. Non, je le connais. Je l'ai côtoyé sur les bancs de touche, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Comment il est mentalement, je peux pas dire je le connais comme Pierre Bazin ou Olivier Pantaloni ou des gens comme ça qui l'ont connu dans des structures clubs. J'ai pas bossé avec lui, j'ai dû côtoyer, discuter et ça me semble être dans le discours en tout cas une suite de ce qu'a apporté Olivier Pantaloni dans le discours pendant ces 2 années. Ouais, c'est un peu comme ça qu'on l'avait analysé de l'extérieur aussi, où on sent. Ce qui circulait, c'était qu'il voulait un coach anglophone, en tout cas, qui matche un peu le profil BKFC, etc. Ils partent pas dans cette direction du tout. Je connais pas son niveau d'anglais, mais puis la filiation avec Pantaloni, il a été son adjoint. Bon, voilà, c'est un profil qu'on avait analysé de cette façon-là, même si on le connaît pas évidemment encore. On va apprendre à le découvrir. Christophe, ça fait 1h30 qu'on discute, c'est super sympa. On avait une question au début. On n'a pas eu l'occasion de la traiter, c'est pareil dans la conversation, avant de se quitter peut-être, c'est cette histoire de sélection bretonne. Oui. L'équipe de Bretagne, donc, qui malheureusement n'existe plus, c'est peut-être un projet à monter d'ailleurs. L'équipe de Bretagne, ben voilà. Regardez, dans mon bureau. Oh, magnifique. Elle est là. Donc j'aurais pu tricher si tu m'as demandé les joueurs qui composaient cette équipe. Tu vois, j'aurais pu gruger.
T'avais qui? T'avais Pedron, Hurtebise, le gardien? Ouais, Brinquin, Le Guen. Ouais, ouais, j'ai même pas tout en tête. Alors, je vais vous dire, j'ai pas mis. Paul Le T'as Guen, Le Tony Guen, Hurtebis. ouais. Le Guen à gauche, Hurtebis. Après, Alors, toi, t'es à droite, bah, je je sais crois. pas si vous voyez. Ouais. Qui? Non, bon, on l'a trouvé sur Ah internet, mais oui. là Donc, il dit allez, mieux je non. vous écoute, je vous écoute. Vous Alors, avez il y bien a, les noms. il y a Leroux? Pedron en bas à droite et Brinquin en bas à Ouais. droite aussi. Ouais. Laurent Après, Viau, il n'y a pas Pierre-Yves Michel? André, Coco Michel? Michel. Ah, Pierre-Yves André, Ouais, oui. oui. Ah Ouais, oui. Coco Michel, c'était ça. Ouais. Il y a Nicolas Spal, Lionel Roxel. Ouais. Ah, Voilà. je les avais pas tous, hein. Et les trois autres, vous les avez déjà Ouais. nommés. Mais Et non, comment c'était ça une bonne. s'est... Pour toi, c'était un peu gadget, anecdotique, ou ça voulait dire quelque chose vraiment, une sélection bretonne? Ah non, j'avais trouvé vraiment super intéressant cette initiative et ouais, non, c'était un très beau moment. Le match avait lieu à Rennes, Route de Lorient contre le Cameroun. C'est un match de préparation pour eux de la Coupe du Monde, Mhm. 98, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas si c'est. Ouais, je crois que c'est ça. Et Faudrait vérifier. en tous les Ouais, cas, c'est ça. non, une super ambiance, beaucoup de drapeaux bretons dans le stade. Ouais, non, c'était vraiment un très bon moment. Vous savez, quand on est breton, quand on évolue toute sa carrière en Bretagne, c'est c'est important pour moi, au travers d'un match comme ça, de défendre les valeurs bretonnes et au même titre enfin, les clubs basques, voilà, enfin, ils sont très attachés à leur culture. Moi, c'était un peu pareil. Et il y a eu ce match-là. Et la finale qui m'a beaucoup plu aussi, c'était la finale de Coupe de France de Guingamp-Rennes au Stade de France. Et si on parle de Bretagne. Ouais, Et, bien sûr. ce sont des moments qui étaient grandioses et qui étaient hyper représentatifs avec un état d'esprit comme on rêve d'avoir après des matchs de football, quoi. Que ça peut changer. Et voilà, quand on voit ce qui se passe après cette finale de Coupe de France, Guingamp-Rennes, est-ce qu'on voit ce qui se passe après la finale de Ligue des Champions? Forcément que je me retrouve plus en 2009, je crois, quand il y avait Ouais. eu cette finale. Ouais. Ouais. Christophe, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir de Merci discuter avec beaucoup pour toi. ce moment. Très Bon, intéressant. c'est parti un peu dans tous les sens, peut-être certaines C'est le but du jeu. fois, pas cadré. Bon, mais c'est sympa de parler foot, de parler vrai. C'était une discussion. C'était... Ouais, Discussion. c'était bien, c'est exactement ce qu'on voulait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bonne soirée. À bientôt. Ouais, merci. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc oui, j'aurais pu finir le truc, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, c'est pas grave. Une interview qui était plutôt sympa. Lucas, Raph, on en prend un peu plus sur Alexandre Dujeu, du coup, le nouvel entraîneur du FCL, Lucas. Ouais, c'est intéressant. Christophe Leroux a beaucoup parlé de sens, qu'il aimait trouver du sens et des valeurs communes. Il semble le décrire un peu de cette façon, et c'est un peu de cette façon aussi qu'il est décrit par ses joueurs ou par ses pairs. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, un coach sur le plan humain qui est loué. Donc c'est de bon augure aussi pour la saison. Après, voilà, à voir ce que ça donne footballistiquement. Et Raph, une interview, on a appris pas mal de trucs, notamment les Bah, aléas du recrutement. les aléas du recrutement, alignement avec certains coachs où on voit que dans les coulisses, bah, il y a d'autres Eh regards ouais. intéressants. Donc, Landreau, bon, ça, je pense qu'on n'apprend rien. Par contre, sur un Pélissier, c'est vrai que visiblement, c'était un petit peu plus tendu. Et Et le je trouve que rapport ça de résonne un force. peu avec l'actu de Pélissier qui est dans l'équipe, dit qu'il voudrait entraîner un club plus huppé, Ouais, etc. ouais. Bon. Ouais, ouais. Non, mais ça, je pense que c'est logique. À un moment donné, un entraîneur, il veut trouver aussi peut-être d'autres responsables d'une éventuelle méperformance ou sous-performance. Mais non, mais ça met en perspective pas mal de choses, hein. On sait très bien qu'en étant des observateurs parfois lointains de ce qui peut se passer au club, bah, on rattache parfois les wagons plus tard, ou en tout cas on récupère des pièces du puzzle. Et ouais, la fresque FC Lorient parfois met du temps à être complète. Donc non, non, c'est assez intéressant parce que du coup, on voit aussi bah, pour un Christophe Leroux que l'empreinte de Loïc Ferry est très forte du coup sur Ouais. sa quinzaine d'années passées au club. Et on peut pas lui enlever ça. Et on retrouve en fait des jalons forts, hein. Il est revenu assez fréquemment
sur du coup le centre d'entraînement à Carlir, sur sa relation avec certains directeurs généraux, Ouais, avec Stéphane Pédron certains aussi. joueurs. Stéphane Pédron qui a été son wingman. Donc non, c'est cool aussi d'avoir ces coulisses-là au travers Ouais, des yeux ouais. d'un recruteur, d'un ancien joueur et aussi d'un directeur sportif, parce qu'il a fait quasiment tous les échelons au sein du club. Donc hyper intéressant. En tout cas, j'ai pris énormément plaisir à discuter avec Christophe aujourd'hui. De même. Exactement. Raphaël, Lucas, merci beaucoup. Un épisode hors série ici à l'intersaison. L'actualité du FC Lorient, c'est donc la nomination d'Alexandre Dujeu sur le banc des Merlus. On aura l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode. Là, on imagine que le mercato va maintenant pouvoir s'accélérer, pour pas dire commencer. Débuter. Sauf si Gros j'ai raté un chantier, épisode, du coup. aucun Non, mais départ, gros aucun arrivé chantier. pour l'instant. Ouais. Ah bah Gros oui, chantier énorme parce chantier. que on se l'est dit pendant le débrief de la saison, il y a quand même beaucoup de joueurs en fin de contrat, tout simplement, et beaucoup de joueurs sur leur dernière année, ô combien importante dans les renégociations ou dans les techniques ou tactiques de vente. Donc ça risque de bouger et bouger fort. Merci à tous pour être toujours aussi fidèles à la taverne. Laissez un commentaire, abonnez-vous évidemment. Le Tipeee est toujours ouvert. Le calendrier de la Ligue 1 sort mercredi 10. Du coup, peut-être qu'on va pouvoir commencer à envisager l'éventualité d'un prochain live à Lorient. Ça va dépendre du calendrier. On va essayer de trouver une date qui soit pas en plein mercato pour pas galérer à trouver un mec au dernier moment. Et on vous tiendra au courant, évidemment. Et on se retrouve très vite dans la taverne. Salut, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.